Voilà, bonjour, bonjour la team YouTube. Nous sommes en live pour parler de plein de choses, mais globalement on va tourner autour de la question du mouvement anti-impôt. Est-ce que c'est Nicolas qui paye? Est-ce que c'est Nicolas qui chouine? Pour celles et ceux qui ont suivi le gros débat internet, on va vous le réexpliquer. Avant ça, on fait une petite précision, c'est que nous sommes avec une caméra toute pourrie. Parce que mise à jour de l'ordinateur ne s'entend pas avec les mises à jour de Zoom, et donc la caméra, la vraie bonne caméra, lag de fou. Donc on est repassé sur la caméra du Mac. Donc on s'excuse d'avance pour la qualité vidéo, mais de toute façon comme après on va faire du partage d'écran, tout ça, vous ne nous verrez pas en grand, donc c'est pas très grave. Voilà, donc aujourd'hui, pour qu'on vous fasse le brief, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, nous sommes sur le débat de cet été, Nicolas qui paye. Alors l'histoire, c'est que c'est un mème qui est parti d'internet, de désigner Nicolas comme un personnage fictif qui représente le cadre classe moyenne, 30 ans, blanc, machin, qui paye de l'impôt pour tout le monde, qui paye tout pour tout le monde, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, ce mème-là a été repris par Charles Consigny, avocat que vous connaissez peut-être, qui est éditorialiste LCI, RMC, non? RMC. Bon, Ou il est peut-être sur plusieurs chaînes. oui, il est peut-être à plusieurs endroits, ouais. Et donc, ils ont reçu Mélenchon dans l'été, et donc au bout d'un moment, ils lui sortent ce truc Nicolas qui paye, etc. Bref, ça fait un pataquès, on vous passe les détails. Suite à quoi, il y a eu les universités d'été de la France Insoumise, fin août, mi-août, là, le 20 août, et Charles Consigny est donc venu débattre avec Manuel Bompard, conférence qu'ils ont intitulée Est-ce que c'est Nicolas qui paye ou est-ce que c'est Vincent qui pille? Donc sous-entendu, référence à Bolloré, hein, j'imagine. Donc, on voulait se servir de ça et du dernier meeting de Mélenchon pour pouvoir parler justement de cette histoire d'impôts. Est-ce que vraiment il y a une catégorie de la population française qui paye des impôts pour tout le monde et que pendant ce temps les autres n'en payent pas? Est-ce que l'État dépense trop? Enfin voilà, il y a plein de sous-sujets là-dedans. Et je vous propose que nous commencions avec Jean-Luc Mélenchon qui a donné un meeting jeudi ou mercredi dernier, jeudi je pense, dans son fameux moment politique. Je vous passe pas tous les meetings de Mélenchon, ils sont longs. Mais il y a un moment où il nous lit la lettre du MEDEF, en tout cas la lettre de Patrick Martin, le président du MEDEF. Cette séquence est quand même très drôle, donc ça va nous permettre de rigoler un peu pour se mettre en jambe et de commencer un peu à avoir ce sujet-là. Et puis après, on s'attaquera au débat Consigny-Bompard. Je mets le lien dans le chat, hop, comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont là ou qui arrivent après, si vous voulez l'ouvrir de votre côté. Nous attaquons à 31 minutes 30. Il faut que j'aille là-dessus. C'est le moment du partage d'écran. Et le moment où on espère que ça ne lague pas. Donc il faut d'abord que je vous partage ça. Hop, voilà. Il faut que je fasse ceci, je crois. Et on est parti pour Mélenchon. On peut quand même leur dire, je ne sais pas combien vous avez payé la boîte de com qui a écrit votre tract d'appel, mais je compte en réjouir mes amis en vous le lisant. Ça sera pas banal pour une fois. Vous allez entendre un tract du MEDEF dans le local des trotskistes. Par un insoumis. Alors je vais quand même juste faire une petite manip de partage d'écran que je ne sais pas si je peux le faire sur cette version là de... Ouais, si. Laissez-moi 2 secondes. Comme ça vous nous verrez. Ce serait peut-être plus futé. Voilà. Voilà. Normalement je pense que c'est mieux. Mesdames, messieurs, comme vous le savez, le principal organe qui est développé chez le président des patrons, c'est la glande lacrymale. Et je vous invite donc, dans la compassion à laquelle je m'attends, à sortir vos mouchoirs pour vous préparer à vous éponger le visage à mesure que vous entendrez les échos de sa souffrance. Le One Man Show Ouais. est lancé, hein. Là il est vraiment parti sur... Faut vraiment qu'il nous fasse un one-man show. Franchement, s'il perd en 2027, c'est la reconversion qui s'impose, je pense. ça. Hein. Après Jean Lassalle... Disons-le sans détour. Dupond-Moretti aussi qui a fait ça, non? Oh, est-il vraiment un homme politique? Qui a même été garde des Sceaux, quand même. C'est vrai.
Nous sommes fiers de nos entreprises, fiers de les voir grandir, fiers d'embaucher, fiers d'innover. Embaucher, innover. Bon, on va pas commencer, écoute, arrête, hein, Aurélien, on peut pas... En vrai, au-delà de la blague, si on vous passe cet extrait de Mélenchon, c'est parce que ça va permettre aussi de s'approprier et de débunker un peu le discours qu'on a dans l'entrepreneuriat. Hein. Avant d'être traités comme des profiteurs ou des nantis, assez d'être traités comme des profiteurs ou des nantis. Bon, mais de qui vous parlez? La vérité, c'est que devenir entrepreneur, c'est avoir le cran de se lancer. C'est mettre son énergie, son argent, son nom sur la table. Honnêtement, c'est pas que faux. Mais le gars qui a signé ça, on peut pas le croire. Parce que c'est pas vrai. Il a rien fait de tout ça. Il s'est contenté d'hériter, de s'asseoir à l'endroit où il a été élu ou désigné. Bon, ça c'est un point pour vous, hein, c'est qu'il est en train de dire c'est pas tout à fait faux pour les petites entreprises, quoi. Oui, c'est que là, c'est les grands patrons du MEDEF, le représentation du MEDEF, qui, comme il fait d'ailleurs avec les agriculteurs, qui se reprennent à leur compte la sueur et le sang des entrepreneurs, des agriculteurs, tout ça, pour faire comme si eux, c'était la même chose, juste à plus grande échelle. C'est vous, mais qui ont réussi. Oui, c'est ça. Pourquoi, alors ça j'adore, c'est une figure rhétorique bien connue. Écoutez ça, vous allez voir. Pourquoi devrait-on s'excuser de créer des emplois, de faire tourner l'économie? Et vous autres, les crapoteux qui bossez, c'est pas vous qui faites tourner l'économie, c'est lui. De faire tourner l'économie, de donner une chance aux jeunes. Vous en avez du bol, les jeunes. Patrick Martin vous a donné une chance et encore vous venez couiner. Qu'est-ce que vous me dites si vous étiez... Encore une fois, là, les entrepreneurs qui se sont lancés parce que le salariat était bouché ou insupportable, ils seront heureux d'entendre que c'est quand même toujours eux qui vous donnent des chances, quoi. Vous êtes extirpés de ce monde-là tellement c'était de la merde, mais c'était une grosse chance. Faut dire merci. C'est grâce à Patrick Martin, tout ça. Hein. Je dis, oh, vous mangez qu'une fois par jour et vous trouvez que c'est pas assez? Eh ben, c'est passé la croissance, c'est pas à 18 ans. Alors, nos entreprises, c'est une chance pour la France. Bon, alors, pourquoi je dis c'est une figure rhétorique? Quand avez-vous entendu une seule fois, un seul jour, dans une seule réunion, un d'entre nous dire au patron, excusez-vous d'avoir fait de l'embauche? Est-ce que c'est arrivé une seule fois dans votre vie, vous autres les plus anciens? Jamais on n'a entendu un seul d'entre nous dire ça. Alors, pourquoi s'en défend-il? On ne vous demande pas de vous excuser, donc vous pouvez annuler la réunion si c'est contre ça que vous la faites. Nos entreprises, petites ou grandes, ce sont elles qui font vivre le pays. Non, mais sérieusement, combien ils ont payé le type pour écrire ça? Les produits qu'on consomme, les services qu'on utilise, les salaires qui font vivre les familles. Mais, bon, les impôts qui financent les écoles, les hôpitaux, la protection sociale. Ah, vous voyez? Mauvais sujet, ça vous fait rigoler, ça devrait vous faire pleurer. Ce type, il ne peut pas s'en excuser de payer avec ses impôts tout, et pas les vôtres d'impôts, pas la TVA que tout le monde paye et le reste, c'est pour ça qu'on le passe, c'est eux qui payent. Ça, on va y revenir après, parce que du coup, c'est vraiment un truc qu'on retrouve tout le temps dans la rhétorique anti-impôt ou dans ce truc-là. Là. Et toujours, il ne parle que de l'impôt sur le revenu. Et donc, il masque toutes les autres formes d'impôts pour dire qu'il y a une petite minorité du pays qui paye la majorité des impôts. Ce qui est le cas de l'impôt sur le revenu, puisque l'impôt sur le revenu, effectivement, comme il est indexé sur le revenu, par définition, ceux qui ont le plus de revenus payent plus en proportion. Sauf qu'encore une fois, c'est invisibilisé, ne serait-ce que la TVA que tout le monde paye, et qui du coup est l'impôt le plus injuste socialement. Et il me semble que c'est même le premier revenu de l'État, la TVA. Oui. C'est que l'impôt sur le revenu vient après, enfin, en somme, rapporte moins que la TVA. Donc déjà, rien que ça, c'est parfaitement... Même si on reste dans une logique libérale, leur défense, elle est irrecevable, puisque c'est toujours pas eux qui payent l'essentiel de l'impôt. Et puis, en plus, on pourrait se dire, en sortant un peu du logiciel libéral, de se dire, mais comment est-ce qu'ils font? Enfin, s'ils payent beaucoup d'impôts, c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent.
Et comment il gagne beaucoup d'argent? Est-ce que c'est qu'il travaille 1 milliard de fois plus, Bernard Arnault, que les personnes au SMIC? Qui du coup, après, il est obligé, il est exploité par l'État qui lui arrache, qui lui extorque le revenu de son travail? Non, c'est que cette personne, elle est au sommet de la pyramide. Il y a des tas de gens qui travaillent en dessous de lui, qui font de la plus-value, qui travaillent en dessous, qui font de la plus-value, etc. Et donc au final, pourquoi Bernard Arnault peut payer autant d'impôts? C'est parce qu'il y a énormément de smicards qui payent de la TVA qui lui rapportent de l'argent. Et donc là, en plus, si en sortant du logiciel libéral, on voit que, encore une fois, c'est parfaitement ridicule de pleurer parce qu'on paye beaucoup d'impôts. Si tu payes beaucoup d'impôts, c'est littéralement de la redistribution. C'est qu'il y a de la production qui est faite, de la plus-value qui est faite, elle est captée à un endroit précis de la société, et ensuite l'État, parce qu'il faut faire tourner le reste du pays, vient recapter ce qui a été centralisé. Donc, rien ne va dans cette rhétorique. Dit-il. En tout cas, je l'aurais fait, je suis bien content. Toc, toc, toc. Tous les jours, les entrepreneurs prennent des filets, des risques sans filet. Quand ça échoue, c'est eux qui payent. Quand ça marche, c'est tout le pays qui en profite. Alors là, pardon. Mais ce n'est pas vrai. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, on ne les met pas tous dans le même panier. Parce que c'est vrai que quand on parle de la petite entreprise, c'est comme ça que ça se passe. Mais qu'on ne vienne pas nous dire qu'un seul des patrons du CAC 40, quand ça foire, ensuite il est puni. Non, il a un golden parachute, une retraite dorée, un chapeau en diamant, des chaussures et une fourrure pour pas avoir froid l'hiver. Voilà la vérité. Donc ceci étant bobard. Vous allez voir pourquoi je prends le soin de dire tout ça. Alors bon, après passons, parce que... Alors stop à la stigmatisation, aux taxes et aux réglementations qui s'empilent. C'est à cause de la taxe Zuckman qu'il a écrit ça, Martin? Oui. Toujours plus, et au procès d'intention. Résistance du patronat. Oui, ça je suis, oui. Qu'est-ce que ça peut bien être, Manu, toi, pas d'imagination, un procès d'intention qui leur serait fait? On les soupçonnerait de se gaver, et que c'est pas vrai. Voilà. L'entreprise n'est pas l'ennemi de la justice sociale, c'est vrai. Mais vous voyez, voilà déjà une première confusion sur laquelle je veux appeler votre attention. Bon, ça, c'est un déroulé important qu'il nous fait là pendant 1 minute. Mais qui a dit qu'on mettait en cause l'entreprise? Monsieur le chef des patrons, vous n'avez pas bien compris. À nos yeux, nous, parce que nous avons quelques connaissances de sociologie, pour ceux qui ne sont pas directement dans une entreprise comme salariés, une entreprise, c'est d'abord un collectif humain. Ensuite, c'est un savoir-faire collectif partagé par la division du travail qui fait que chacun apporte sa propre part. Donc nous, on n'a jamais mis en cause les entreprises. On a mis en cause la façon dont la richesse produite par l'entreprise est partagée entre ceux qui la produisent. Oui, on a mis en cause la manière avec laquelle les salariés peuvent être souvent exclus de la décision collective qui souvent s'enrichirait de la connaissance des travailleurs dans le travail. Oui, ça oui, on l'a fait, puis on n'est pas fini de le faire. Mais on n'a jamais mis en cause l'entreprise elle-même, ça n'aurait pas de sens. Alors, là-dessus, on nous dit, l'entreprise n'est pas l'ennemi de la justice sociale. Voyez-vous, elle en est la condition. Oui, comme respirer, c'est la condition aussi, c'est pas marqué. Voilà, plus d'entreprise solide, pas d'entreprise solide, c'est pas d'emploi, pas de perspective, pas de dignité pour chacun. Bon, ne dressons pas les uns contre les autres. On la connaît celle-là. Hein. Oui, la lutte de classe, quelle horreur, etc. Bon, il faut s'entendre et faire des compromis. Il faut savoir s'écouter, se parler. Et pas écouter les diables rouges insoumis. Alors, ne dressons pas les uns contre les autres, chefs d'entreprise, salariés, forment une même communauté, comme disait Benito lui-même. Hein. Bien sûr, un faisceau en quelque sorte. Hein. Des énergies qui se goûtent. Un irréalisme de ce niveau est absolument incroyable. Mais comprenez que quand on écrit ça...
peut-être faire je veux insulter l'intelligence de personne, mais là, clairement, il fait une référence à la troisième voie que proposaient les fascistes, de faire le pacte national plutôt que le pacte social. Le pacte social étant celui historiquement, des socialistes, des communistes, on s'organise tous les citoyens d'un pays pour pouvoir produire ce dont on a besoin, à chacun selon ses moyens. Ses moyens et à chacun selon ses besoins. Et à chacun selon ses besoins. Là où le pacte national, c'est autre chose. Non, on fait tous partie d'une grande nation, de la France éternelle, de l'Allemagne, du Reich millénaire, de l'Italie, de la Rome antique. Et donc, il faut oublier toutes nos rancœurs. Mesdames, n'en voulez pas à vos maris, ils sont très stressés, c'est pas leur faute s'ils vous tapent dessus. Mais messieurs les ouvriers, il faut continuer à aller se perdre une main à l'usine parce que voulez-vous? C'est pour ton pays, c'est pour la magie. Il faut absolument qu'on fasse du montage et qu'à ce moment-là, on la mette... C'est vrai que c'est pour ton pays, c'est pour la magie, c'est littéralement la dernière mouture du pacte national. Ouais, vraiment. Et donc, ce pacte national, c'est un fondement du fascisme. C'est continuer le capitalisme, malgré les crises, l'incapacité qu'il a à résoudre ses propres contradictions. Donc, une des contradictions évidentes, c'est le capital face au travail. C'est qu'à un moment donné, si tu extorques toujours plus de plus-value, au bout d'un moment, le revenu du travail ne suffit plus à reproduire sa propre existence. Et ça, tu peux pas le résoudre, à part en réduisant... Enfin, il n'y a que deux manières de le résoudre, quoi. On réduit la part du capital, et donc il faut s'attaquer à son fondement qu'est le capitalisme, ou alors on s'attaque à l'humanisme. C'est-à-dire que, est-ce que finalement les gens ont-ils vraiment besoin d'être payés? L'esclavage, ou même pire, le nazisme, est-ce qu'ils ont vraiment le droit de vivre, ces gens? On n'a qu'à les faire travailler jusqu'à ce qu'ils meurent, et puis il y aura toujours des wagons qui suivent. Et on voit bien que pour pouvoir mettre en place une telle politique pour faire tenir le capitalisme, on n'est plus du tout dans le libéralisme, on n'est plus du tout dans la démocratie, on n'est plus du tout dans la République. C'est une évidence. Mais donc la question, c'est qu'il y a cette contradiction évidente dans la répartition capital-travail, et si le capital prend trop de place, au bout d'un moment, les gens n'en ont plus. Et donc, du coup, pour empêcher les gens de se défendre face à ça, il faut une police qui n'est plus vraiment la police républicaine, quoi. C'est des trucs que disait Chapoutot il y a pas longtemps, je sais plus dans quelle émission il disait ça, que le mode d'organisation nazi, c'est vraiment le capitalisme poussé à outrance, à son paroxysme, parce qu'en fait, de cette histoire de baisse tendancielle du taux de profit, dont on a déjà parlé plusieurs fois, en tout cas j'en ai parlé en stream avec Burbidge, en fait, le mode de production, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, nazi, fait que en fait, vous avez tellement de ressources humaines, de matériaux humains, c'est comme ça qu'il disait, qui arrive que en fait, vous pouvez vous permettre de les laisser mourir parce que finalement, vous allez avoir un roulement. Et qu'en fait, c'est un truc que Chapoutot dit souvent, Chapoutot qui est un historien du nazisme, c'est que avant la solution finale des nazis, on a une dizaine d'années d'expérience nazie au pouvoir, et que finalement ils peuvent rétorquer au reste de l'Occident, attendez, vous nous reprochez d'être antisémites parce que vous l'êtes pas, vous nous reprochez d'être des ultralibéraux capitalistes parce que vous l'êtes pas, vous nous reprochez d'être racistes et vous n'avez pas des colonies partout, donc quelque part un peu le truc de nous on est allé au bout de la démarche, quoi, quelque part. Et donc là la référence à Benito, c'était donc à Mussolini. Ça veut dire que si par hasard vous faites une section syndicale, c'est que vous êtes vraiment tordu absolu. Et si en plus vous faites la grève, on voit bien qu'il y a en vous un ferment de socialisme ou d'insoumission absolument insurmontable. Et cet homme a raison de protester parce que lui, ce qu'il aime, c'est son entreprise et les gens qui travaillent, à qui il distribue son amour de manière extrêmement large. Alors nous, entrepreneurs, dit-il, sommes dans le réel, les pieds dans la boue. Faut nettoyer, les gars. S'il y a de la boue dans ton bureau, il y a un problème, hein. Parce que dans le mien, il n'y en a pas, et la plupart des travailleurs ne bossent pas avec les pieds dans la boue, sauf ceux dont c'est le métier d'aller enlever la boue. Allons. Qu'est-ce qui se passe? Et les mains dans les dossiers? Non. Faut pas les mettre dans les dossiers, faut les mettre sur la table, bref, il met ses mains où il veut, mais ça paraît quand même curieux. Alors,
nous échangeons avec nos salariés. Vous êtes contents? Nos clients. Bah oui, si le client arrive, tu lui dis pas ta gueule, toi sors, ferme la porte. Hein. Ils échangent. Bonjour, comment ça va, Pascal? Nous aussi, on échange avec les gens qu'on croise. Nos fournisseurs, nous innovons, on ne sait pas où, nous investissons, nous faisons avancer la France dans tous ses territoires, qu'ils prospèrent ou qu'ils dépérissent, voilà. Sans entreprise, enfin un mot, pas de transition écologique. Il n'en sera plus question. N'ayez pas peur, on connaît l'écologie punitive, réglementaire, etc., etc. Alors, pas de souveraineté. Ah, ça commence à bien tomber. Vous qui n'avez pas été capable de mettre la main à la poche pour acheter une des 1620 entreprises que les gringos ont achetées aux Français et qui n'étaient pas des entreprises de castagnettes, mais en général de produits de très haut niveau qui manquent à la souveraineté nationale aujourd'hui. Donc notre souveraineté, vous n'êtes pas les mieux placés pour la défendre, sauf certains d'entre eux, je vais en parler dans un instant. Défendre nos entreprises, c'est défendre notre pays, pourquoi pas, mais ce n'est pas défendre les patrons. Défendre les patrons qui ont signé ce papier, ceux du MEDEF, c'est défendre des irresponsables. Pourquoi sont-ils irresponsables? C'est maintenant non. Moi, ma tech, c'est qu'il a lu le livre de Chapoutot récemment, La Mélenchon, ça fait une semaine qu'il dit irresponsable à tout va. Donc je pense qu'il vient de finir la lecture de Johan. On veut le dire, alors attendez quand même que je termine. Alors oui, débloquons tout. Il me semble qu'il y a déjà quelque chose qui débloque bien, là, avec ce que je viens de vous lire, mais laissez-nous travailler, ben vous gênez pas, et les pieds dans la boue, en plus, ça nous fait un peu mal au cœur, parce que, et les mains coincées dans les dossiers. Donc, ça nous fait quelque chose, on va vous aider, là. Il y a des camarades du syndicat qui vont vous tirer de là. Moins de contraintes, plus de confiance, voilà. Et attention, attention, c'est là que le pognon se justifie, parce que vous pouvez pas trouver un truc pareil. Le mot de la fin, la punchline, parce que entreprendre, ce n'est pas se résigner, c'est bâtir l'avenir. Voilà. Et ben voilà. Entreprendre ses politiques, c'est plus stylé, hein, comme punchline. Moi, je trouve que c'est plus mieux aussi. Bon, voilà, c'était notre petite intro avec le vieux. Ça permettait de rigoler un petit peu et ça nous a déjà permis de dire 2-3 choses. Ce qui va nous permettre donc d'arriver au débat. Alors, on reviendra sur le vieux après parce que un peu plus loin dans son meeting, il fait un... Il fait quoi? Il fait un laïus sur les petits entrepreneurs. Donc on en reviendra après. Mais on va faire un détour par notre histoire. Est-ce que c'est Nicolas qui paye ou est-ce que c'est Nicolas qui... Non, c'est Vincent qui paye. Pardon. Nous, on a dit... J'ai renommé Nicolas qui paye ou Nicolas qui chouine. Hein, parce que vraiment, il y a du chouinage. On vous fait le contexte en 2 secondes. Puisqu'on était aux amphis... lors de ce débat, Consigny est arrivé très en retard parce qu'il a eu, il était bloqué sur la route, machin, bref. Donc du coup, au lieu d'avoir 1h30 de débat, il y a eu, je sais pas, un petit 3/4 d'heure de débat et 50 minutes avant ça où du coup Bompard a dû meubler et où du coup il a présenté ses arguments, sa rhétorique avant ça. Donc, vous regarderez la vidéo tranquillement en entier si vous voulez. On va vous épargner le laïus de Bompard pour regarder une partie du débat. J'ai pas pris de timer honnêtement pour qu'on puisse react sur le coup. On va peut-être pas le regarder en entier parce qu'il y a 45 minutes. Donc on passera un peu des passages. Donc ça explique 2 contextes. Le premier c'est que Bompard du coup il avait déjà sorti tout son laïus, il avait déjà sorti tous ses arguments. Donc du coup ça a fait un truc un peu space. Et aussi que du coup le public était un peu tendu. On va dire ça comme ça. Et je me souviens... que Bompard, j'avais pas été très convaincu par la manière de prendre le sujet. Ouais. Parce que finalement, ça essayait d'un peu d'arrondir les angles et du coup, ça lui permettait à lui en face de faire le capitaliste à visage humain. Ouais. Et du coup, ça faisait 2 positions un peu molles qui mettaient pas vraiment la ligne de frontière, une ligne de frontière claire, quoi. Ouais, non, puis je trouve que... Enfin bon, bref, on va le voir en direct live, hein, mais je trouve qu'il y a plusieurs endroits où Bompard, il aurait pu attaquer plus fort que ça. Et ben, on va faire mieux. On va faire mieux. Même si on adore Manu, hein, au demeurant. Hein. Alors... Ah, attendez, faut que je refasse ma manip.
Bon, il va falloir qu'on monte en qualité. Alors du coup, je suis désolée, hein, parce que vraiment, ces mises à jour font tout laguer. Donc du coup, il y a l'ordi qui chauffe, ça doit s'entendre dans le micro, parce que je l'ai mis super fort pour qu'il fasse une prise de son. Donc du coup, vous devez l'entendre. Il va falloir qu'on trouve une solution à ce lag, c'est insupportable. Hop, allez-y. Allez, on accueille Charles Consigny pour le débat. Bon, du coup, dans le contexte hein, des slogans anticapitalistes derrière, c'est que voilà, du coup, il est déjà arrivé dans une salle qui était déjà bien chauffée et qui, bien entendu, n'était pas de son côté. Hein. C'est pas grave, on va prendre le temps. Alors, je vais vous passer le... Vous qu'après le périple que camarades socialistes, bonjour. Qui paye ou c'est Vincent qui pille? Allez, on y va. Alors, camarades socialistes. Ah, j'ai quelqu'un dans le chat, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai loupé? Est-ce qu'on a un problème technique? Le son est clair, ok, super. Merci Sylvie. Socialistes, bonjour. Oui, bon voilà, donc il a commencé avec la provoque seconde une, hein, en disant camarades socialistes, bonjour. Moi, en vrai, je l'ai trouvé rigolo, Consigny, mais bon, voilà, il a provoqué seconde une. Hein. Je vais vous le remettre, et comme ça, je coupe plus. Monsieur Consigny vient pour faire un débat, et je demande à ce qu'on respecte les prises de parole. Et je suis désolée, on a déjà commencé à répondre à la question. Vous avez bien fait. Mais je vais vous la poser quand même. C'est Nicolas qui paye ou c'est Vincent qui pille? Alors, camarades socialistes, bonjour. Figurez-vous qu'après le périple que j'ai traversé, je suis heureux de vous retrouver. Et figurez-vous que je vais vous donner un point, le capitalisme n'est pas infaillible, puisque l'application Waze m'a trompé, et que je pensais pouvoir être avec vous en 4h, 4h30 maximum, et je viens de passer 6h30 sur la route, donc je suis désolé de mon... Oui, mais j'arrive du sud, c'était compliqué. Je suis désolé de mon retard, je présente mes excuses à mes camarades Bompard et Colline, et voilà. Et donc je suis confus, mais espérons qu'on a quand même le temps de faire un petit débat, et je suis sûr que vous avez ici pu vous offrir tout un tas de rafraîchissements, non, j'imagine, je sais pas. En tout cas, pour répondre à la question, j'imagine que il y a déjà été répondu largement. Moi, je pense que votre question, à mon sens, n'a pas de sens. Je vais vous choquer. Moi, je pense qu'il nous faut à la fois plus de Nicolas, mais je pense aussi qu'il nous faut plus de Vincent. Eh oui. Je pense qu'il nous faut plus de capitaines d'industrie. Je pense qu'il nous faut plus de chefs d'entreprise. Je pense qu'il nous faut plus de conquérants économiques. Et je pense que si on avait plus de Vincent et plus de Nicolas, on aurait un pays qui va mieux. Donc je réfute les termes de la question. Et je maintiens que dans notre pays, c'est Nicolas qui paye. Fais une parenthèse, c'est qu'il y a des moments où on a l'impression qu'il bug un peu, mais c'est qu'en fait, la prise de son est faite pour valoriser leur micro à eux, j'imagine bien, et pas avoir le son de l'amphi, mais en fait, dans l'amphi, c'était vraiment le bazar. Donc je pense qu'il y a des moments où vous l'entendez bugger juste parce qu'en fait, il peut plus parler. Il s'entend pas lui-même, sûrement. Ouais, je pense que... Et bon... Je sais pas ce que t'en penses, on peut se douter que là il a attaqué avec un peu de provoque. C'est son introduction. Voilà. Bon, en tout cas, on remarque qu'il n'y a pas de contradiction dans son monde. Oui. En fait, on n'en a pas fait assez. C'est pour ça que ça marche pas en ce moment. Mais ça, ouais, c'est vraiment le truc qu'ils ont en ce moment, les néolibéraux pseudo-libertariens là. C'est vraiment le truc de. Alors, oui, ça marche pas, mais c'est parce qu'on l'a pas fait assez. Donc il faut le faire plus. Il y a une blague de 68 heures contre l'URSS, c'est la bureaucratie ne marche pas, il faut plus de bureaucratie. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu le même... je sais, ça doit être un avis de personnes dominantes, quoi. Qui ont moi, tu penses de personnes qui ont l'État entre les mains et qui peuvent pas se dire que genre c'est peut-être juste nous qui faisons mal. Tu voudrais dire que d'être dominant, ça change tes schémas mentaux ?
Ah, ça se pourrait, hein. Je crois qu'on dirait quelque chose. Ah ouais, ok. Je voudrais pas m'avancer. En tant que femme, je n'ai aucune expérience phénoménologique de ça, tu vois. Alors, Charles Consigny, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation à débattre. Alors, peut-être juste, forcément, ça pose la question de... C'est qui Nicolas? Moi, de mon point de vue, Nicolas, c'est un mythe. C'est-à-dire que je vous ai entendu sur des plateaux de télévision, quand vous parlez de Nicolas, vous donnez des chiffres, vous dites l'ensemble de des cotisations du modèle social français est financé par 30% de la population. Je ne sais pas, vous avez inventé ce chiffre, parce qu'à mon avis, il n'existe pas, parce que le modèle social français est financé à 50% par des cotisations. Mais on va ça passe en... À 25 plutôt. J'essaie de vous l'avancer un petit peu. Peut-être qu'un 5 c'était bon. Ils sont payés par l'ensemble des actifs, c'est plus de 50%, c'est 50% de la population française. Je sais pas, moi je le suis, mais peut-être c'est vite, non? Et le reste par de la TVA et de la CSG qui est payée à peu près par tout le monde. Donc je sais pas d'où vous avez inventé ce chiffre. Puis deuxièmement, vous dites, oui, il y a 10% des Françaises et des Français qui payent, des travailleurs, qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. Ce qui est vrai. C'est même 76. 76%, si on est tout à fait exact. C'est vrai, vous avez raison. Vous venez de découvrir que l'impôt sur le revenu en France est progressif et redistributif. Donc forcément, ceux qui gagnent davantage, ils contribuent davantage. La question n'est pas de savoir sur ce point-là si c'est vrai ou si c'est pas vrai. La question de savoir d'abord si c'est juste. Et deuxièmement, y compris, puisque vous le faites au nom d'une vision de l'économie, est-ce que c'est efficace d'un point de vue économique? C'est ça, à mon avis, les questions qui sont importantes. Est-ce que c'est juste? C'est les chiffres que je donnais avant que vous arriviez. J'ai fait une petite première partie. Les 10% les plus riches dont vous parlez, en gros, ils bénéficient de 8 000 € par mois pour vivre avant toute politique de redistribution. Et après les politiques de redistribution, ils bénéficient de 6 000 € par mois pour vivre. Ils ne sont pas à plaindre, ça va, ils s'en sortent bien. Les 10% les plus riches en France, avant redistribution, ils captent 35% de la richesse produite en France. Après redistribution, ils en captent 25%. Donc oui, il y a une forme de redistribution. Bon, ça c'est le truc à Bompard, hein, c'est un matheux. Hein. Donc c'est le truc à Bompard de donner des chiffres et tout. Il en a donné un l'autre jour, je sais plus sur quelle chaîne, en disant que la politique d'Emmanuel Macron, elle a servi... Ah putain, comment c'était son chiffre? De 80% à 5%, aux 5% les plus riches qu'aux 5% les plus pauvres. Il a sorti un chiffre comme ça. Bon, ça c'est le truc à Manu, il sort toujours plein de chiffres. Je pense que là-dessus il est quand même assez bon, il connaît bien les dossiers, il est bon, il connaît les chiffres, machin. D'un point de vue rhétorique, c'est pratique, ça permet de noyer la personne en face. Oui, là il sort plein de chiffres, etc. Ça donne l'air intelligent. Mais notamment c'est plutôt après que... Moi je me rappelle m'être dit pendant le débat en amphi qu'il y avait plein d'endroits où il aurait pu l'attaquer plus fort d'un point de vue théorique, même s'il va le mettre un peu en difficulté quand même. Hein. Parce que Consigny va devoir se repositionner un peu à chaque fois. Pardon, vas-y. Et tout à l'heure, je parlais de Consigny qui n'avait pas de contradiction dans son introduction. Enfin, le monde, la société n'était pas faite de choses en crise parce qu'en contradiction. Il va falloir en faire beaucoup plus. Bon, on parle pas vraiment en ces termes, mais il commence à faire apparaître une dualité en tout cas. Il y a ceux qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils captent beaucoup d'argent, et en dessous, et qui du coup payent beaucoup d'impôts, et en dessous ceux qui captent pas beaucoup d'argent et du coup qui ont besoin de plus d'argent pour vivre. Et donc là, la question que ça pose, qu'il n'a pas posée, c'est du coup, pourquoi ça serait parti comme ça? Parce qu'il pose la question de pourquoi c'est juste. Est-ce que c'est juste? En fait, si on ne sait pas comment on arrive à cette inégalité-là, cette différence-là en tout cas, on ne peut pas encore parler de légitimité, quoi. Juste, et puis surtout elle est efficace d'un point de vue économique, parce que si vous n'aviez pas de redistribution, alors les gens qui gagnent très peu, ils vivraient, il y en aurait encore, il y en a déjà malheureusement beaucoup trop, on a atteint il y a quelques mois un record historique de pauvreté, mais vous auriez une partie encore plus importante de la population française qui vivrait sous le seuil de pauvreté, et donc des gens qui ne seraient pas en mesure de pouvoir consommer, de pouvoir faire vivre la machine économique. Et donc si on enlève, si Nicolas, on va faire comme s'il existe, si Nicolas il refuse de partager, et si Nicolas il refuse de partager, à la fin Nicolas il gagnera plus rien non plus, parce que... Et du coup là on voit bien, là, on a le logiciel keynésien. Ah, c'est ce que j'allais dire, tu m'as pris ma réplique, wesh. Où on parle d'efficacité économique. Et du coup, on sent que, c'est ce que que je disais un peu au début, c'est qu'en fait, ils sont sur le même logiciel libéral,
aux deux pôles, Bah, mais ils sont sur ce même... capitalisme plutôt. Tu vois, ça reste... Enfin bon, par là, il est sur le truc capitalisme redistributif, en keynésien... tout cas, libéral, qui reste dans le mode de production capitaliste. Oui. Et du coup, il faut faire tourner la machine, parce que grâce à cette machine, quand elle tourne bien, elle crée de la croissance et de la... Bah, t'as un peu le truc politique de l'offre versus politique de la demande, quoi. Donc on voit qu'ils sont sur ce même rail, quoi. On n'a plus personne pour faire fonctionner la machine économique. Donc je pense que, d'un point de vue... Après ça, mais moi, d'un point de vue de l'idée que je me fais de la justice dans mon pays, je ne peux pas être opposé à l'idée d'une politique de redistribution, mais d'un point de vue de l'efficacité économique, vous ne devriez pas y être opposé non plus. C'est formidable, j'ai l'impression d'entendre mon cours d'économie quand j'étais au lycée. Je salue les professeurs qui sont dans la salle. Mon professeur d'économie, j'ai d'abord eu une professeure d'inspiration très keynésienne, comme ce qui vient d'être dit, et après j'ai eu un professeur qui m'était un peu plus sympathique, qui disait la France c'est l'URSS qui aurait réussi. Mais il partage avec vous le qui aurait réussi. Moi, quand je dis c'est Nicolas qui paye, je ne parle pas seulement du fait qu'effectivement, je maintiens qu'il y a dans notre pays un petit nombre de personnes qui s'acquittent de l'essentiel de l'effort collectif. Et je maintiens que ces gens-là commencent à en avoir gros sur la patate. Donc là, c'est intéressant parce qu'en fait, il est obligé soit de passer par son même internet, Nicolas qui paye là. Donc il est obligé de passer par un avatar, un persona qui serait... qu'on aurait pioché au hasard dans la cohorte et qui serait l'individu, l'échantillon représentatif pour celles et ceux qui aiment les stats là. Ou alors il est dans le sophisme que vous le savez, ceux qui me suivent, je ne supporte pas de les gens. Voilà. Donc en fait on ne sait pas concrètement de qui il parle. Il nous parle des 1% les plus riches, il nous parle de ceux qui gagnent plus de X euros par mois, il nous parle de ceux qui sont en telle classe sociale, on ne sait pas de qui il parle concrètement. Et du coup on voit bien le ping-pong. Le mode de production, ils sont d'accord tous les deux. En tout cas, là, ce qu'ils présentent, c'est il faut faire marcher la machine économique. Et il y en a un qui nous dit, elle produit trop de pauvreté, les gens ne peuvent pas reproduire leur force de travail, et donc ils ne pourront pas retourner travailler, et donc on va juste écrouler l'économie. Et d'un autre côté, il prend un autre sociotype, quoi, de ceux qui travaillent beaucoup, et qui payent beaucoup d'impôts et qui, eux, à un moment donné, ils n'en pourront plus et ils arrêteront de travailler et ils feront comme les autres, parasites et paresseux en tout cas. Et vous dites, ça vaut pas le coup de travailler, et je me mets aux allocs et là, boum, la société va s'écrouler. Et on voit en quoi, en fait, ils ont pas une ligne de contradiction suffisamment claire, et du coup ils se font un ping-pong, mais qui finalement reste sur des avis moraux. Et ils commencent à en avoir marre qu'on leur confisque le fruit de leur travail. Et ils commencent à être découragés de travailler. Et quand on aura découragé tous les travailleurs de ce pays, on pourra toujours essayer de redistribuer, on n'y arrivera pas. Moi, je parle aussi tout simplement du taux de prélèvement dans notre pays. Vous avez cité quelques chiffres, je suis venu d'ailleurs, parenthèse, le chiffre que j'ai cité sur l'effort sur le système social, je l'ai tweeté, donc vous pourrez le retrouver sur mon compte Twitter, c'est un chiffre tout à fait sérieux. Mais... Je vous le remets en 1, parce que du coup, quand il y a des petites invectives, je pense que vous n'entendez pas. Leur travail. Et ils commencent à être découragés de travailler. Et quand on aura découragé tous les travailleurs de ce pays, on pourra toujours essayer de redistribuer, on n'y arrivera pas. Moi, je parle aussi tout simplement du taux de prélèvement dans notre pays. Vous avez cité quelques chiffres, je suis venu d'ailleurs, parenthèse, le chiffre que j'ai cité sur l'effort sur le système social, je l'ai tweeté, donc vous pourrez le retrouver sur mon compte Twitter, c'est un chiffre tout à fait sérieux. Mais j'ai apporté d'autres chiffres qui moi m'intéressent franchement et qui devraient tous nous faire réfléchir. Pour payer par exemple, imaginons que... Je crois que je vais passer un petit peu cette partie-là, où en gros, Consigny, là, il est dans son truc du taux de prélèvement. En France, on a le plus haut taux de prélèvement, quoi. Je vous avance un peu, parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout regarder, ça va être long. Une gestion administrative de l'argent. Qui peut penser que c'est en redistribuant de cette façon-là le fruit du travail des Français, qu'ils soient bien, moyennement bien ou mal payés, que c'est en redistribuant cet argent qu'on va
pousser à la consommation. À la consommation de quoi? On n'a pas de droit de douane à nos frontières, on produit de moins en moins de choses en France. Est-ce que c'est en finançant par l'impôt et la redistribution la consommation de produits chinois qu'on va faire vivre l'économie française? Excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que... Et là, on remarque une nouvelle fausse opposition qu'ils ont tous les deux. C'est qu'en fait, l'un et l'autre ont un problème avec le néolibéralisme. Qui est en fait un État capitaliste redistributif. Mais redistributif, autant... il fait de la politique de l'offre. Il laisse le libéralisme faire son affaire, créer des monopoles et des très grandes fortunes et des mastodontes industriels. Il taxe tout le monde. Au passage, ça rend difficile aux petits d'émerger et donc de faire de la concurrence aux gros. Et avec cet argent, on a les 211 milliards d'aides aux entreprises. C'est qu'en fait, on vient ponctionner toute la société française pour réinvestir énormément d'argent. Enfin, c'est pas de l'investissement. Pour donner de l'argent aux très grandes entreprises pour qu'elles puissent continuer à tourner. En fait, ça pour augmenter artificiellement leur taux de profit. C'est que du coup, on les laisse faire les choses. Pendant ce temps-là, la crise économique, elle continue et donc le taux de profit, il baisse. Et le rôle de l'État néolibéral, c'est de ponctionner toutes les parties de la société, rendre la vie compliquée à tout le monde, pour pouvoir renflouer leur licorne, quoi, leur cheval de course capitaliste. LVMH, Total, ces énormes multinationales qui ont vraiment un poids monstrueux à l'échelle internationale et qui peuvent se permettre de ne pas payer d'impôts, quand ils se font attraper par le fisc, ils ont des ristournes, ils ont des niches fiscales créées sur mesure au Parlement. Enfin, quand tu es plombier dans le BTP, charpentier ou n'importe quel indépendant de l'accompagnement, ces aides aux entreprises, on les voit pas. Quand tu te fais attraper par le fisc, il n'y a pas le ministre qui vient s'interposer en mode non, il faut laisser la libre entreprise travailler et il ne faut pas leur faire un redressement fiscal. Donc en fait, ils sont dans cette même logique de s'attaquer au néolibéralisme, mais dans leur discussion, du coup, ils restent finalement pour le capitalisme, dans le sens où ils restent dans le mode de production capitaliste, mais ils s'attaquent à cette particularité d'un étatisme pro-business propre au néolibéralisme. On doit sortir de cette logique, que c'est en effet une logique qui est malheureusement très ancrée dans notre pays, mais moi il y a quelque chose qui m'intéresse, et c'est peut-être là qu'on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Moi j'ai une certaine idée de la liberté, vous voyez, un peu premier degré. Un peu premier degré, je vous l'accorde. Je ne considère pas que la liberté, ce soit ce qui nous reste une fois que l'État complètement impotent, avec ses administrations qui ferment à 15 heures, veut bien nous laisser. Je suis désolé de vous dire ça. Je pense que la liberté, c'est de garder le fruit de son travail. Et c'est de faire en sorte que quelqu'un qui travaille plus, qui a plus envie que les autres, qui se lève plus tôt, qui fait plus d'efforts, voire même qui est plus malin ou plus intelligent, puisse vivre du fruit de son travail. Et donc là, on voit quand même... Du coup, clairement, c'est qu'en fait, l'offre politique qui est présente, elle est pour une certaine partie de la population. Autant la France insoumise, c'est quand même très pour des petits cadres, pour des gens dans l'enseignement, dans la recherche, enfin de la bourgeoisie plutôt intellectuelle et finalement assez peu capitaliste, qui a un très haut niveau qui a plutôt une bonne situation dans la société, mais qui de toute manière gagne de l'argent par son travail salarié. Alors que de l'autre côté, on a à peu près le même niveau de situation sociale dans la direction de la production. Par contre, c'est plutôt des indépendants. Ça va être des petits artisans, c'est des choses qui marchent extrêmement bien sur les petites entreprises, les artisans. En fait, moi, je me fais 60 heures par semaine, ok, je sors des sous, mais je bosse comme un fou, quoi. Et après, il faut sortir faut virer 20%, il faut décaisser 20% pour la TVA, il faut décaisser l'URSSAF. En plus, il faut
payer des cotisations que les ouvriers ne voient même pas. Moi, j'ai le brut, le super brut, le je sais pas quoi. En fait, c'est que d'avoir c'est des gens qui voient tout le niveau de facturation et qui se disent c'est bon, je vais faire de l'argent, et puis qui voient au fur et à mesure tomber petit à petit, alors que quand tu es salarié, tu ressens pas tu le vis pas comme ça. Toi, tu sais que tu as un salaire à la fin du mois, et tous les mois, tu es en train de te dire est-ce que je suis en train de me faire niquer? Pourquoi est-ce que là, j'ai fait des heures sup que j'ai pas été payé? Mon salaire, il n'a pas bougé, enfin, ce genre de choses. Je pense que la liberté, c'est de garder Alors moi, ce qui me fume, c'est que le fruit de son travail, et c'est de faire... je sais plus si c'est à ce moment-là ou si c'est un petit peu avant, peut-être qu'on l'a loupé, je sais plus. Où Consigny il dit un truc genre c'est pas normal de se faire voler, je suis pas d'accord, c'est pas normal de se faire voler une partie de son travail. Ou alors ça va venir après, mais il me semble qu'on l'a déjà passé. Et que j'ai trouvé dommage que là, Bompard n'en profite pas pour attaquer en disant mais l'extorsion de la plus-value, monsieur Consigny, ou de lui dire en d'autres termes, y a pas de problème, mais bon, je veux dire, c'est que dans les faits, je veux dire, c'est ce qui se passe en fait. Les salariés et même les indépendants, on en a déjà parlé d'une autre manière. Ça ne s'exprime pas tout à fait de la même manière, c'est un peu polymorphe évidemment, mais quoi qu'il en soit, c'est ça qui se passe de toute façon, pour une raison très simple, c'est que le patron de la boîte, a priori, ou s'il y a des patrons qui nous écoutent, la mission numéro 1 quand t'es patron, c'est de faire du profit. Donc à un moment donné, il faut bien que tu trouves de la marge quelque part. Bon. Donc du coup, il faut extorquer de la plus-value. Donc quand Consigny, il vient te dire c'est pas normal, je suis pas ok, c'est indécent que Nicolas, je sais pas qui là, se fasse voler une partie de leur travail, mais c'est le capitalisme qui fonctionne comme ça en fait, Charles. Oui, c'est que quand il faut payer des impôts, c'est vraiment intolérable de se faire ponctionner extorquer une partie de son travail. Par contre, si tu lui parles des heures supplémentaires pas payées des ouvriers, il va te dire oui, mais il faut avoir le goût de l'effort. Ou, tu vois, là, il va trouver des raisons pour justifier l'extorsion de cette partie-là du travail, quoi. En sorte que quelqu'un qui travaille plus, qui a plus envie que les autres, qui se lève plus tôt, qui fait plus d'efforts... Voilà, là, il est parti dans sa méritocratie. Et ça rejoint ce que disait Alexis au début du live, quoi. Ça veut dire quoi, le sous-entendu que genre Bernard Arnault, du coup, on a dit, il a combien, 430 milliards d'euros, je crois, de fortune, quelque chose comme ça. Admettons 400 milliards, admettons. Ça veut dire quoi? Que du coup, Bernard Arnault, il a 400 milliards de fois plus de mérite que quelqu'un d'autre, ça n'a aucun sens. Alors, voire même qui est plus malin ou plus intelligent puisse vivre du fruit de son travail. C'est deux conceptions différentes, j'en suis désolé. Bon, et ça, comme je vous disais au début, la prise de son fait qu'on n'entend pas le public. Donc pour que vous entendiez le public à ce point-là, je vous laisse imaginer qu'il s'est vraiment fait huer très très fort. Alors, et dernier point, on ne peut pas dire que le système fonctionne. Et là, peut-être qu'on sera d'accord quand même. Alors vous allez dire, pardon, je veux pas être caricatural, mais voilà. Ça c'est déjà réussi. Vous allez dire, c'est parce qu'on va pas assez loin. Vous, votre logique, c'est de dire on va pas assez loin. On est déjà le pays le plus fiscalisé du monde, mais il faudrait qu'on soit encore plus fiscalisé. Et là, ça finirait par marcher. Je suis désolé, nos hôpitaux ne fonctionnent plus, notre police ne fonctionne plus, notre justice ne fonctionne plus. Donc là, je vous précise, il est en train de citer les fonctionnaires du pays, fonctionnaires sur lesquels il passe sa vie à taper. Plus. Donc, et même nos transports fonctionnent de moins en moins. Donc je suis désolé, on peut pas dire que ça marche. Alors... C'est vrai que les hôpitaux qui fonctionnent plus, c'est pas du tout le résultat de leur politique, bien entendu. Oh mais... Au moins vous êtes... C'est qu'en fait, là où c'est cocasse, c'est que pour qu'ils ne fonctionnent plus, il a fallu que les socialistes, au sens historique du terme, inventent le concept de l'hôpital gratuit et d'État. Je veux dire, avant Ambroise Croizat, tu vas à l'hospice si tu n'as pas d'argent. Tu es soigné par... Enfin, c'est pas tu es malade, tu as le droit d'être soigné. Aujourd'hui, c'est devenu totalement naturel, au point que même les gens de droite ultra-libéraux sont un peu en mode « Oui, bah ça, ok, c'est normal, on le fait. C'est comme il faut bien que quelqu'un paye les profs et que quelqu'un paye l'armée et que quelqu'un paye la police. Donc c'est pareil, il faut payer l'hôpital. Mais tant qu'un communiste comme Ambroise Croizat n'a pas inventé le système dans lequel on est, ce n'était juste pas disponible. Ce n'était pas une option. Et là, ce qu'il dit, l'hôpital ne marche plus. Donc c'est l'hôpital communiste ne marche plus après 50 ans de politique capitaliste qui ont détricoté cet hôpital. Et pourquoi ils l'ont fait? Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils sont méchants. Ils l'ont fait parce que l'État a créé un marché, le marché de
la santé pour tous. Et ensuite, ils ont passé les 50 dernières années à trouver le moyen de décortiquer cet hôpital public pour pouvoir le vendre à la pièce et que du coup, les gens qui ont pris l'habitude d'être soignés trouvent des solutions pour continuer d'être soignés, mais au lieu de financer ça par des cotisations, de le payer par des assurances privées ou de le payer cash comme c'est dans d'autres pays, quoi. Vous avez mis les pieds dans le plat. D'abord, je vais vous dire franchement, il y a un aspect du sujet qui est un débat, mais franchement, comment vous pouvez dire qu'il y a une toute petite minorité en France qui travaille et qui contribue Je dis pas qu'il y a une minorité. Si, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit en gros, il y a une partie de la population qui en a marre de faire tous les efforts et que ça se passe au détriment des autres. Mais il n'y a pas que les gens qui sont dans les 10% les plus riches qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin, vous savez. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils bénéficient des politiques de répartition parce que le revenu qui est accolé à leur travail leur permet tout simplement pas de vivre dignement. Quand vous vous levez le matin, Charles Consigny, je propose qu'on avance un petit peu, hein, parce qu'on n'aura pas le temps de tout regarder. On va revenir... Voilà, on va arriver par là. Allez, je le sens bien. 1 minute 4, je le sens bien. On est d'accord là-dessus. Et... Oui, j'ai senti le moment où Consigny commence à dire bon, je suis bien obligé de concéder un point quand même. Hein. Eh oui. Rebondis un Mais peu par pour qu'on contre- sache de quoi il est d'accord. vous devez comparer des systèmes sociaux qui sont des systèmes sociaux équivalents. Parce que vous allez sans doute trouver des pays dans lesquels les prélèvements obligatoires publics, vous allez trouver des pays dans lesquels les prélèvements obligatoires publics sont inférieurs qu'en France. Vous allez en trouver. Mais vous allez, dans ces mêmes pays souvent, avoir une retraite qui est une retraite par capitalisation, et donc avec que nous, pas des nous, prélèvements... ça va bien, là. Attendez, on va parler des retraites après si vous voulez. Juste, changez pas de débat. On parle des prélèvements obligatoires. Moi, je vous dis juste que dans les pays dont vous êtes en train de parler, si vous vouliez être honnête dans la comparaison, vous devez comparer le système français avec ce système dans lequel vous allez ajouter les contributions aux assurances pour pouvoir être soigné quand on est malade, ou les contributions aux retraites par capitalisation. Sinon, votre comparaison, c'est une comparaison malhonnête. Et donc ensuite, la question qui est posée dans ce cas-là, si on est d'accord sur ces bases-là du débat, dans ce cas-là, la question qui est posée, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace? Vous avez raison, nous on considère que ça va pas assez loin, je l'assume. Par exemple, nous, on est favorable au 100% sécu. Pourquoi on est favorable au 100% sécu? On est favorable au 100% sécu parce qu'aujourd'hui les mutuelles, et d'un certain point de vue les mutuelles, elles sont devenues obligatoires si vous voulez pas avoir des ressources de santé. Bon, mais en fait les mutuelles, la part de ce qui est remboursé par la mutuelle et qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, ça coûte plus cher aux gens parce que vous allez payer des frais de dossier, parce que vous allez payer de la publicité, etc. Si vous intégrez le système des mutuelles dans la sécurité sociale, vous aurez un système de santé qui sera de bonne qualité et qui coûtera moins cher aux gens. Donc, ah bon, moi je veux bien qu'on ait un débat, mais il faut le faire sur des bases honnêtes. Vous ne pouvez pas comparer des systèmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. D'abord, la santé, on est d'accord là-dessus. Et oui. Ah là, c'est le truc intéressant, parce qu'en fait, quand vous menez ce genre de débat, c'est qu'au bout d'un moment, là, vous allez voir Consigny qui commence, parce que peut-être qu'on finira pas à l'entièreté du débat. Il commence par non mais bien sûr, la santé, d'accord, la santé c'est pas pareil. Puis en fait, vous déroulez votre débat, votre argumentaire, puis après vous allez arriver à la deuxième étape qui est oui, non mais enfin bon, bien sûr, l'éducation quand même c'est important, avoir des professeurs devant les élèves c'est important, que les élèves puissent être bien sûr un enseignement de qualité, avoir accès à de l'éducation c'est important. Après, troisième étape, alors celle-ci vous écouperez pas, c'est les fonctionnaires, il faut tous s'en débarrasser, sauf les flics, hein, bien entendu. Donc là après... L'armée aussi. Oui. Bref, la partie défense, quoi. Donc, non, mais oui, là, bien sûr, là, c'est pas pareil, parce que quand même, notre sécurité, machin, donc bon, hein, vous voyez que petit à petit, ils vont finir par se retrouver d'accord. Hein. Mais par contre, vous dire, vous savez, j'ai une petite sœur qui est médecin à l'hôpital public. Voilà, donc là, il va nous faire le coup de sa pauvre petite sœur qui est fatiguée, j'imagine. Hein. Et croyez-moi que c'est la fierté absolue de toute la famille. Donc... La santé, tout le monde est d'accord. Simplement, elle a bon dos, par contre, vous dire que le financement du système de santé, il a bon dos pour le reste. Vous posez une question sur le fait qu'il n'y a pas les 10%, etc. Évidemment qu'on est d'accord. Moi, je me souviens, pardon, mais quand la Macronie, que je crois nous ne portons ni vous ni moi dans notre cœur, peut-être notre seul point commun. Ce parti de petits bourgeois ridicules. Là-dessus, on sera d'accord. En vrai, il est drôle. Alors, quand ils ont applaudi les premiers de corvée pendant le Covid, au balcon des fenêtres, etc. Bon, ils n'étaient pas nombreux au balcon des fenêtres, beaucoup ils étaient dans leur jardin, mais bon, j'en fais partie donc je ne critiquerai pas. Et quand dans le même temps les mêmes supprimaient des lits d'hôpitaux, il y avait une hypocrisie que moi j'ai trouvée immonde. Mais ça a bon dos, parce que la santé, on est d'accord, l'école, la meilleure école pour tout. Ah, vous voyez, je vous avais dit, ça y est, on est parti sur l'école là. Tout le monde, on est d'accord. Moi j'augmenterai le temps de travail des professeurs, mais sinon on est d'accord.
Et j'augmenterai... Bon là en vrai il fait exprès je pense, hein, quand il fait ça au milieu des amphis. Et j'augmenterai leur salaire en conséquence. Donc après, augmenter le temps de travail, augmenter le salaire, c'est pas une augmentation de salaire, hein, du coup. Hein, c'est toujours le même salaire. C'est payer le temps de plus qui est travaillé. Mais je suis ravi s'il y a des professeurs dans cette salle, c'est le métier le plus noble qui soit. Simplement... Bon, il y a 2 minutes c'était l'hôpital, hein, mais maintenant c'est les profs. Si ça consiste à dire qu'il n'y a pas d'économie à faire, et je vais vous en donner 2 exemples. Premièrement, vous parlez de ces personnes qui se lèvent à 5h du mat, prennent un RER pour aller bosser un horaire fractionné, etc. Quel est le problème dans notre pays? C'est qu'ils ne sont pas assez payés, ces gens-là. C'est que les salaires sont trop faibles. Pourquoi les salaires sont trop faibles? Pourquoi Charles va vous apprendre maintenant en direct live pourquoi. Les salaires sont trop faibles. Je vous accorde qu'il y a sans doute une mauvaise volonté des employeurs. Là-dessus, je vous l'accorde. Parce que malheureusement... La révélation. Ouais, vraiment, ça c'est une grande analyse économique. Hein. Et là-dessus, bien que je sois libéral, voire ultra-libéral, je constate comme vous, il y a une violence du puissant. Et donc la violence... Il y a une violence du puissant, c'est beau ça quand même, non? Ouais. Elle va s'exercer. Ça s'appelle un rapport social, du coup. Oui, voilà. C'est que la violence du puissant, elle vient du fait qu'il est puissant, pas qu'il est violent. Ouais, et c'est pour ça que c'est un sujet très dur pour le politique que de se demander comment il fait pour augmenter les salaires. Je vais vous surprendre, je suis pour une meilleure représentation des représentants des salariés au conseil d'administration des entreprises, pour que les conseils d'administration des entreprises ne soient pas que des clubs de riches. Parenthèse fermée. La deuxième raison qui fait que les salaires sont faibles, c'est parce que les charges que j'ai décrites tout à l'heure, que vous pouvez appeler cotisations, je les appelle des charges. Eh bien, elles sont trop élevées. Et pourquoi elles sont trop élevées? Parce que quand vous prenez les graphiques des dépenses publiques, de ce qui est financé par les cotisations ou les charges, comme vous voulez, sur les salaires, vous avez toujours un énorme carré au milieu, qui est plus grand encore que le carré de la santé, qui sont les retraites. Et c'est pour ça que là-dessus, on n'est pas d'accord. Vous ne voulez pas augmenter l'âge de départ en retraite. Je considère qu'il faut le passer à 65, 67, 70 ans s'il le faut. Sinon, vous n'obtiendrez pas que votre ami qui se lève à 5h du mat pour travailler en horaire fractionné soit mieux payé. Et donc, là, on est revenu à ce qu'on avait déjà en germe dès le début, c'est qu'en fait, c'est un débat sur l'efficacité. À aucun moment, on remet en question le mode de production. C'est pas le mode de production qui a des contradictions et qui implique le fait de faire des choix et que ce soit le plus puissant qui a le dernier mot. C'est juste, ah mais non, mais en fait on a mis un peu trop d'argent là, on a laissé un peu trop de place à l'État, ou on n'a pas mis assez de place à l'État. Sauf que la réalité, c'est qu'on aura toujours une baisse tendancielle du taux de profit, on a toujours un rapport social hiérarchie, qui met une hiérarchie entre l'employeur et l'employé. Et donc, quand tu es un patron, que tu as une baisse tendancielle du taux de profit, donc que ton taux de profit il ne fait que baisser, tu vas innover tant que tu veux, tant que tu peux pour pouvoir le réaugmenter, puis à un moment donné, il y aura toute une période où tu seras incapable d'investir, où tu seras incapable de trouver l'idée innovante, et où la seule chose qui te restera, c'est de trouver le moyen de baisser de baisser le salaire de tes employés. Parce que, et pourquoi est-ce que les patrons font ça? Parce que ça, ils ont la main dessus. C'est le rapport social capitaliste fait que ça, ils le maîtrisent. La commande, ils ne la maîtrisent pas. L'innovation, ils ne la maîtrisent pas. Par contre, décider de la répartition de la valeur dès le moment de la production, ça, ils peuvent le faire. C'est la loi qui leur permet, et il y a tout un État, toute une justice qui les protège dans ce droit-là. Deuxième élément est... Pardon. Deuxième élément... Je vais avancer un peu parce que sinon on n'aura jamais le temps de revenir à Mélenchon derrière, et que comme il parle des entrepreneurs, ça me paraît important. Donc au hasard, 1 minute 11. Sur l'immigration, et au moins l'idée que 1h11, pardon. vous faites du Nicolas qui paye, et c'est pas les étrangers et les immigrés. Ou alors je ne l'ai pas entendu dire, et dans ce cas-là, évidemment, ça sera encore plus inacceptable. Mais... chacun voit à l'échelle individuelle que quand dans un ménage, vous commencez à faire un peu la chasse aux dépenses inutiles, vous finissez par faire des économies. Alors ça, c'est insupportable. Hein. Alors ça, c'est leur truc là, de... Qu'est-ce que tu me dis dans le chat? Mettez Mélenchon, consigne insupportable.
On y arrive. C'est que tu as loupé le début. Il y avait Mélenchon au début, mais il va revenir, t'inquiète pas. Et là... Oui, truc insupportable qu'ils font là en ce moment, c'est vous sortir l'histoire de la dette à tout va, ou même la question de l'État, est-ce que l'État dépense trop, est-ce qu'on devrait faire ceci, est-ce qu'on devrait faire cela, et toujours venir comparer ça aux ménages, hein, ce qu'il est en train de faire là. Dans les ménages, quand ils commencent à être dans une situation un peu tendue, on commence d'abord par faire la traque aux dépenses, donc sous-entendu l'État dépense trop, il faudrait qu'on fasse la traque aux dépenses, etc. etc. Bon, c'est une comparaison foireuse, leur comparaison entre l'État et le ménage. Si, pardon de vous dire, je trouve que c'est trop facile de dire que les économies ne sont pas possibles. Par exemple, un marronnier qui revient tout le temps, le Conseil économique, social et environnemental, c'est quand même plusieurs centaines de millions d'euros par an. Ça ne sert à rien. Bon, là, ils vont parler des agences et tout, c'est peut-être pas la partie la plus intéressante. On va peut-être se mettre la fin pour voir comment ça a été conclu, ce truc-là, et puis... on reviendra au bout. En train, avec ce système-là, de creuser notre tombe, à force de ne pas vouloir le réformer. Et si on veut sauver ce à quoi on tient tous, c'est-à-dire effectivement un système de santé qui fonctionne bien, une école qui fonctionne bien, un enseignement supérieur qui fonctionne bien, on va être obligé de se réformer, sinon tout ça va s'écrouler comme ça a déjà commencé à le faire. Oui. Oui, c'est ça qui est rigolo, c'est que du coup sur la fin il arrive sur une take réformiste, ce qui est la définition de la ligne politique de la France insoumise, à gauche bien entendu, mais qui est vraiment un parti de gauche réformiste, qui est pas du tout, on l'a déjà dit 20 000 fois, mais qui n'est pas du tout un parti anticapitaliste. On a vu la démonstration avec Bompard aujourd'hui. Sauf que lui, c'est un réformiste trumpien. Bon, on va pas avoir le temps de répondre à tout. On aura l'opportunité de poursuivre cette discussion. Je trouve qu'il manque quelque chose dans notre débat, mais je l'ouvre pas, je le dis en deux mots, mais c'est que ce que vous omettez de dire, c'est que si le système de santé fonctionne moins bien aujourd'hui, si l'éducation nationale elle est plus en difficulté aujourd'hui, c'est parce qu'on a réduit les budgets de ces différents ministères. Et si on a réduit ces budgets de ces différents ministères, c'est parce que Charles Consigny, c'est parce que Charles Consigny depuis qu'Emmanuel... Qu'est-ce qu'il a dit là, Consigny ? C'est le premier budget de l'État. Mais de quoi ? L'éducation. C'est la sécurité sociale, le premier budget de l'État. Non ? Ça doit dépendre de comment tu calcules, à partir de quel... Macron est arrivé au pouvoir, les recettes de l'État en pourcentage du PIB ont baissé de 3 points. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui. Donc si vous faites des cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises, c'est là le problème, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre raisonnement, c'est qu'à la fin, quand vous laissez les riches ultra riches, faut pas croire qu'après ça va pas avoir des conséquences sur les conditions de vie d'une très grande partie de la population. Mais bref, on aura le temps. Je pense que là, Bompard, c'était une bonne conclusion. Bon, nous, on l'a trouvé pas assez en attaque du système, enfin du mode de production en tant que tel. Bon, après, c'est pas la ligne de la France insoumise, de toute façon. Mais je pense que là, il lui fait une bonne attaque de fin qui est de dire, mais en fait, frérot, tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, t'es en train de m'expliquer dans le même temps qu'en fait, il faut que l'hôpital fonctionne, il faut que la santé fonctionne, il faut que l'éducation nationale fonctionne, il faut que l'enseignement supérieur fonctionne, que tout ça fonctionne donc avec des fonctionnaires, mais il faut que l'État dépense de moins en moins. Donc à un moment donné, ça peut pas marcher. Après, là, c'était une mise en scène d'un débat entre un keynésien et un libéral, très libéral, premier du nom, quoi. C'est que lui, il est trumpiste. Il n'est pas sur la take raciste. Trump, premier mandat. Quand il a embarqué avec lui toute une partie des classes populaires, parce que justement, avec ce genre de... dans un pays avec un monde du travail beaucoup plus libéral que le nôtre, dans le sens où avec moins de salariés, plus d'auto-entreprises, plus de travail à la tâche, ce qu'il a proposé, c'est de créer de la commande au final, Trump, d'enlever des dépenses inutiles et de faire travailler, de faire revenir la production aux États-Unis, et c'est pour ça qu'il s'attaque à l'écologie d'ailleurs, Trump, à ce moment-là. C'est parce qu'il veut continuer relancer le charbon, relancer le pétrole, le gaz de schiste sur le sol américain pour faire de la production américaine. On aura le temps de continuer. On aura le temps une autre fois, parce que je regardais d'ailleurs d'un œil curieux la mesure présentée par le gouvernement actuel, que vous allez pourtant censurer, je crois, qui consistait à dissuader autant que possible l'optimisation fiscale dont font preuve beaucoup de riches pour payer moins d'impôts proportionnellement à nous. Moi, je suis pour... Vous voyez, j'adore Trump, mais je suis comme Joe Biden. Mais je suis comme Joe Biden, je pense que les riches doivent payer leur juste part. Et là-dessus, c'est peut-être pas le cas aujourd'hui, là-dessus on sera d'accord. En revanche, les entreprises, je pense qu'il faut les laisser bosser et que c'est que comme ça qu'on fera un pays juste. Bon, là pareil, qui à la France insoumise, ou ailleurs d'ailleurs, a dit qu'il fallait que les entreprises arrêtent de bosser. Et qu'on évitera un déclin qui est malheureusement très largement et lourdement amorcé.
Merci à tous les deux pour ce débat. On a hâte du match retour qui, on l'espère, n'aura pas d'embouteillage pour le retarder. On continue la journée avec le bonbon politique de Jean-Luc Mélenchon. Et ce soir, surtout, ne loupez pas la nuit des étoiles. Ok, on est bon. Bon, alors revenons du coup sur le vieux. Dans son meeting de la semaine dernière, je vérifie mon timer, nous allons à 47 minutes 30 pour qu'il nous parle justement, donc dans la première partie, il nous a lu la lettre du MEDEF, hein, n'est-ce pas? On s'est bien marré d'ailleurs, c'était très rigolo. 47 minutes 30, j'ai dit. Hop là. Et donc là, il va venir maintenant sur la question des petites et moyennes entreprises. Je vous repartage l'écran. Tac, tac. Tac, hop là. Hop. Dit pour les très grandes entreprises, vous avez plus intérêt à avoir des insoumis au pouvoir qui vont pratiquer la bifurcation écologique, qui vont proposer la planification et qui vont vous donner... Bon, ça c'est un thème important parce que c'est vraiment les insoumis qui ont remis ça dans le débat public, dans le débat politique, hein, si je peux dire ça comme ça, et que pour nous autres entrepreneurs, entrepreneuses, indépendants, indépendantes, patrons, patronnes, que sais-je, là selon qui nous regarde, la question de la planification, muy importante. La valeur suprême de l'entreprise, c'est lutter contre l'incertitude, la visibilité. Vous saurez dans quelle direction ça vaut la peine d'investir et dans quelle ça ne vaut plus la peine d'investir parce que vous ne serez plus soutenu par le gouvernement. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y aurait plus jamais d'aide aux entreprises. Nous disons qu'elles seront conditionnelles. Et dans les conditions, il y aura les objectifs du plan. Je veux entrer encore plus dans le détail et je m'adresse maintenant au reste du patronat. Parce que là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il veut faire une politique de... La demande. De la demande, ben, comment dire? C'est que ça va plus loin que ce que fait là, parce que là, il propose une politique de l'offre aussi. Oui. C'est que il y a l'avantage de la situation actuelle avec Macron, c'est que il balance de l'argent dans les cadres de l'économie française pour les maintenir à flot face au reste du monde. Et pour ça, il ponctionne tout le reste des acteurs économiques. Ce que propose Mélenchon, donc, enfin disons que Macron du coup il joue que sur le taux de profit, il fait en sorte que le taux de profit baisse le moins possible pour les grosses entreprises, les grosses multinationales, alors que là ce que propose la France Insoumise, c'est de proposer une planification, c'est-à-dire de dire en fait on a la nation française a tels objectifs. Pour atteindre ces objectifs, on a besoin de tels appareils de production, de tels matériaux, de tels savoir-faire. Et donc là, toutes les entreprises qui se lanceront là-dedans, elles seront soutenues. Donc là, ça fait... Donc il y a, en dernière instance, il y a aussi cette politique de l'offre de financer... certaines entreprises. Mais là, la particularité de la planification, c'est que ça permet aux entreprises de savoir l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5, dans 10 ans, où est-ce que l'entièreté de l'économie française va aller, de quoi on va avoir besoin. Et donc, toi, tu es dans la formation, tu sais que s'il y a tel genre de savoir-faire qui vont être nécessaires, donc tu sais que tu vas pouvoir t'orienter là-dessus. Tu n'es pas en train, au dos mouillé, de te lancer dans des choses et du coup de toujours être réduit à peu d'envergure dans tes réorientations d'entreprise. Petites et moyennes entreprises. Parce que cette semaine, il s'est passé des choses très intéressantes dans les déclarations qu'ils ont faites. 2 organisations patronales qui ne sont pas des nids d'insoumission et de collectivisme. La CPME et U2P. Amir Reza Tofighi, qui est le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. 240 000 entreprises affiliées, qui étaient présents, camarades, si vous vous en souvenez, aux amphis, il est venu débattre avec nous. Clairement, on a vu que ce n'était pas un communiste. Hein. Bon. Mais on parlait. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas les compromis bidons
qui s'arrangent sur un coin de table et tu me donnes la suppression de tel service public et en échange je t'enlève tel impôt. Les vrais compromis, c'est ceux où on dit voilà ce qu'on va produire. Alors ce type fait sa réunion le 13 et vous découvrez quoi? Un patron, un chef des patrons qui ne s'intéresse pas à la production. Je pense que c'est la partie qui est la plus intéressante dans tout ce que va dire Mélenchon. Hein. C'est que, rappelez-vous pour celles et ceux qui ont suivi le début, la lettre de Patrick Martin du MEDEF, là, enfin, qui n'a probablement pas été écrite par Patrick Martin, mais enfin bref, comprenez l'idée, hein, ne parle pas une seule seconde de la production. Et que du coup, ça c'est un truc que j'avais dit dans l'atelier sur l'exploitation des indépendants, c'est que si on entend par patron, si on entend par entrepreneur, gestionnaire de la production, alors à ce titre, effectivement, on est en train de parler de travailleurs, de travailleuses, et on n'est pas donc en train de parler de propriétaires des moyens de production, etc. Mais donc à ce titre, si être patron, si être entrepreneur, si être patronne, si être entrepreneuse, c'est être gestionnaire de la production, alors voilà qui est bien étrange de ne jamais parler de la production. Je vous ai lu toute la lettre. À quel moment a-t-il parlé de la production? À quel moment a-t-il parlé des conditions de la production? À quel moment a-t-il dit « Nous avons un grand problème en France. Nous sommes record d'Europe des morts au travail. Et nous, les patrons, eh bien, nous nous préoccupons de ça parce que nous aimons et nous discutons et blabla et blabla. » C'était le moment de le montrer ton amour en disant « On ne peut pas accepter ça et on ne peut pas accepter que dedans, il y ait aussi et autant de jeunes gens qui sont des apprentis. » Comment ce type fait pour ne pas avoir un mot sur le fait que si la productivité du travail dans les chiffres en France a tant baissé, ce n'est pas parce que les travailleurs travaillent moins qu'avant, c'est parce qu'ils ont fait rentrer là-dedans 800 000 personnes qui sont sous contrat de travail et qui sont en apprentissage. Et un apprenti, ça ne produit pas comme un travailleur qualifié. D'ailleurs, il n'est pas là pour ça, il est là pour apprendre. Et déjà pas pour mourir. Il est là pour apprendre. Alors, vous rajoutez 800 000 personnes qui, par la force des choses, ne bossent pas. Et vous effondrez la productivité. Et après, vous allez devant tout le monde dire « Il faut travailler plus, il faut travailler davantage ». Comme si toutes ces réalités n'existaient pas. Et la productivité des Français, qui était 20% supérieure à celle des Anglais, et même aux Allemands, qui, paraît-il, sont les records du monde de la bosse, hein, et bien même à eux. Et tout d'un coup, ben, c'est plus les mêmes chiffres à cause de ça. Alors, ces deux, là je vais vous lire d'abord ce que dit la CPME. Elle leur dit aux grands patrons du MEDEF, ce n'est pas le bon moment pour faire un meeting, ni le bon signal d'aller faire un meeting. Pourquoi dit-il ça? Dans un instant, ça va s'éclairer avec la déclaration du second, celui de U2P. Parce que qu'est-ce qu'ils demandent vraiment dans leur meeting, qui n'est pas marqué dans leur papier, mais qui fait partie de leur pleurnicherie de plateau de télé? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent pas qu'on rétablisse l'ISF. En quoi l'ISF est une question d'entreprise? L'ISF, ça concerne la fortune accumulée. Ça concerne les revenus. Alors, qu'est-ce que ça a à voir? Oui, ça, c'est le genre de truc pour lequel on veut faire ces reacts sur des mecs comme Consigny ou ce genre de choses. C'est parce qu'en fait, vous avez des entourloupes. Je vous en ai donné une au début du react. Le truc de ne prendre que l'impôt sur le revenu et de parler de l'impôt. Et que souvent, quand ils parlent de l'impôt, ils parlent en fait de l'impôt sur le revenu, et que du coup, comme je vous disais au début, ils vont masquer tout le reste, notamment la TVA qui est payée par tout le monde, impôt le plus injuste, blablabla, on l'a déjà dit, vous voyez. Là, par exemple, vous avez un autre type d'entourloupe qui revient régulièrement, c'est ce dont Mélenchon est en train de parler, c'est pourquoi le grand patronat est en train de vous parler de l'ISF. Ça a quel rapport avec le fait qu'ils soient grands patrons? Vous voyez, ça a un rapport avec leur situation personnelle. Par contre, ça n'a rien à voir avec la question de l'entreprise, quoi. Avec l'entreprise, que si vous en avez pas assez, et si on vient vous chercher quelque part, alors vous êtes chatouilleux, et du coup, vous aimez moins les gens, et vous travaillez moins les pieds dans la boue, parce que vous travaillez plus du tout. Bien sûr que non, vous êtes toujours là, non? Depuis le temps qu'on vous persécute et que vous pleurez. Vous êtes toujours là. Alors pourquoi vous nous faites ces numéros? Quand le pays a les problèmes qu'il a, est-ce que c'est vraiment le moment de venir à la queue leu expliquer on ne veut pas qu'on rétablisse l'impôt sur la fortune, on ne veut pas qu'on rétablisse ou qu'on augmente la flat tax, que vous n'avez même pas idée de ce que c'est un impôt sur les transactions d'actions au moment où on les vend. Et comme il arrivait qu'ils en vendent des quantités telles que ça leur coûtait beaucoup, il y a un maximum, 30%. Dès qu'on passe de parler de les taxer à 30%, passer ça à 33%, ils s'évanouissent, ils poussent des cris, ils convoquent le SAMU, etc. Voilà, qu'est-ce que tout... Il lui chante.
Ça a à voir avec la vie de l'entreprise. En quoi c'est une machine de plus? Ce qu'on vous reproche, c'est que vous vous foutez de la production. Je reviens aux grands patrons et pour aux petits patrons. Et à eux, je leur dis, méfiez-vous. La France, quand elle se désindustrialise, les premiers morts, c'est vous aussi. Pas seulement les travailleurs, c'est vous aussi. Et comment ça se fait que votre grand esprit n'ait même pas une seconde pensée qu'il y avait quelque chose à dire? Qu'il y avait par exemple pour la rénovation thermique, dans le précédent budget de 2024, 5 milliards. La rénovation... Je l'avance un petit peu. Ça c'est pareil, hein, on ne finira pas parce que il reste 45 minutes de meeting. Hein. Prise de plomberie, il faut qu'elle fasse de la plomberie. Et elle ne fera pas la plomberie des Chinois, des Coréens ou de je ne sais qui. Elle fait la plomberie ici, ils ne peuvent pas délocaliser. Le gars ou la fille qui tient un restaurant, c'est ici qui va tenir le restaurant. Celui qui construit une maison, c'est ici. Alors eux, ils ont intérêt à ce que ça tourne. Et comme nous, on n'a jamais dit qu'on allait tout nationaliser dans ce pays, eh bien alors, leur intérêt, c'est de comprendre. Et je les mets tous au défi du sérieux. Comme Bompard est allé à la réunion du MEDEF, il n'aura pas caressé. Réunion du MEDEF que vous pouvez retrouver sur plein de chaînes YouTube. Hein. Bompard l'a mis, mais je me dis que vous la retrouverez ailleurs. Où il y avait tous les représentants, il me semble. Donc il y avait Bardella, il y avait Marine Tondelier, il y avait Roussel, il y avait Bompard, il y avait Olivier Faure. Non, les socialistes n'étaient pas là justement parce que je pense que c'était pendant leurs universités d'été. Je sais plus qui était là pour les centristes. C'est la table? Je sais plus. C'est la tête, hein, en leur disant ah, vous êtes bien braves, on vous aime beaucoup et tout ça, comme on fait les autres pour faire les pitres, pour faire les gars qu'on aime bien et qui disent les mots qui sont convenus Il leur a dit la vérité. Il va falloir bosser, retrousser vos manches parce qu'on est en retard pour la transition écologique. Il va falloir retrousser vos manches parce qu'on a des milliers de gens qui vont ailleurs. Et pareil pour l'agronomie. Voilà toutes ces choses. Alors, les petits patrons, je leur dis ceci. Regardez Bon là c'est pour vous, hein. C'est à vous qui s'adresse. Hein. bien comment ceux qui ont fait les chaouches des grands, comme c'est le cas par exemple dans l'agriculture, les petits paysans qui ont joué aux gros paysans en se disant petit paysan aujourd'hui, je serai gros paysan demain. Non, demain t'es rien du tout. Hélas, et tu vas te pendre de désespoir, profession dans laquelle il y a le plus haut taux de suicide dans ce pays. 7 millions d'agriculteurs à la fin de la guerre, 400 000 aujourd'hui. Ils manifestent le 14 prochain à l'appel de la Confédération paysanne. 400 000 après avoir été 7 millions. Personne ne pouvait imaginer la France sans paysans, sans agriculteurs. Et aujourd'hui, si nous voulons faire la transition écologique, si nous voulons avoir... Moi je pense que les ingénieurs son qui sont recrutés pour faire les meetings de Mélenchon, ils doivent être désespérés quoi. Ils ont une prime de risque je pense. Vraiment, ils ne parlent jamais dans le micro quoi. Les cantines gratuites dans toutes les communes et bio pour nos gosses. Parce que tous nos gosses, quels qu'ils soient, ont droit à l'alimentation saine, sans laquelle c'est la malbouffe, c'est les crises d'obésité, c'est le diabète, et c'est toutes ces maladies qui vont avec. Si nous voulons faire ça, il va falloir trouver des paysans. Les 400 000 qu'on a, ça suffit pas. Il y a des hectares et des hectares qu'il va falloir découper en petits morceaux pour y mettre de la production maraîchère et vivrière. Parce que nous importons aujourd'hui, mais oui, nous importons des carottes, des choux-fleurs, de tout ce qu'on produisait. La France était souveraine. Pourquoi ne l'est-elle plus? Voilà pourquoi personne ne peut se désintéresser des conditions de la production, de ceux qui produisent, comment ils sont formés, comment ils sont payés. Si vous croyez que vous allez recruter 400 000 paysans de plus dans ce pays pour leur proposer une vie d'esclave, vous vous trompez, vous ne les trouverez pas. Et comme nous n'avons aucun moyen d'obliger les gens à aller travailler à la terre de force, alors que nous resterait-il? Rien. Il faut donc inventer une nouvelle condition paysanne, avec des marchés garantis. Si vous donnez des marchés garantis, vous aurez des producteurs et des productrices qui s'y mettront. Hein? Bon, derrière ça, il est en train de parler du fait de... On s'en a déjà parlé plusieurs fois, mais... que le petit patronat ou l'agriculteur ou les indépendants, machin, ne vont pas devenir les gros, parce que c'est pas comme ça que fonctionne le mode de production capitaliste. Et là, sur la fin, il est en train de vous reparler de la question de la planification, du coup. Alors, au petit patron, je... Oui, plus précisément, dans le mode de production capitaliste, le taux de profit baisse, les plus petits, les entreprises les moins solides disparaissent, elles sont rachetées par les plus gros qui deviennent, ceux qui sont suffisamment performants, qui deviennent plus gros de cette manière-là.
Et crise après crise, on se retrouve avec un marché qui devient de plus en plus monopolistique. Ce que propose Mélenchon, c'est justement de supprimer les crises en apportant des marchés garantis et de permettre à chacun de savoir, en fait, moi je suis à tel endroit, je vais avoir tel marché de disponible, et donc je vais travailler autour de ça, et je vais optimiser ma production par rapport au marché que je sais que j'aurai. Sur le fonctionnement du capitalisme, je vous mettrai dans la description le replay de je sais plus quelle émission Entreprendre c'est politique, celle qui s'appelle, je pense, les freelances sont-ils les grands perdants du capitalisme, où j'avais expliqué en long, en large, en travers toutes ces histoires-là. Dit la même chose. Ne croyez pas. Et notamment sur l'histoire de la planification, j'ai dû en parler dans ce stream, et je pense que vous avez déjà entendu en parler ailleurs, parce que du coup je radote, mais sur la question d'avoir en tête l'anarchie de la production, c'est Lordon qui avait pondu ça comme ça, hein. Du fait que votre système capitaliste, il produit d'abord, et on verra bien après si ça se vend. Vous voyez, main invisible du marché, tout ça, ça va se répartir, ça va se vendre ou pas, bref. Et donc du coup, l'exemple que je donnais une fois en formation, les élèves qui m'écoutent, je suis désolée pour le radotage, c'est genre, vous allez au marché le samedi matin, c'est vous, qui êtes maraîchère. Vous avez produit vos pommes et vous avez produit vos poires sans planification. Okay, vous savez pas ce dont les gens vont avoir besoin, donc vous avez produit. C'est le côté anarchique de la production, c'est-à-dire on produit d'abord, on verra bien. Bon. Donc vous arrivez avec vos 10 kilos de poires et vous arrivez avec vos 10 kilos de pommes. Or, il s'avère que ce jour-là, tout le monde veut des poires et personne veut des pommes. Donc en fait, vous avez une crise de sous-production de poires parce que vous n'avez pas produit assez, donc du coup ça va faire monter le prix. Et vous avez une crise de surproduction de pommes puisque du coup il s'avère que finalement personne n'en veut. Donc évidemment vous avez perdu beaucoup de pognon, beaucoup d'énergie et puis surtout vos pommes à un moment donné vous allez les jeter, d'accord, parce que vous allez finir par gaspiller. Perdu de l'argent des deux côtés. Oui. Gaspillé d'un côté et pas vendu les poires qu'il aurait fallu vendre. Voilà. Donc du coup, vous avez ces crises de surproduction, ces crises de sous-production, c'est ce qu'on veut dire par le fait que la crise elle soit normalisatrice du système capitaliste, de ce mode de production, parce que du coup les crises ne sont pas, ce qui est d'ailleurs un des reproches qu'on fait aux keynésiens, de la ligne comme Bompard l'a défendu face à Consigny, de voir les crises un peu comme des bugs dans la matrice, vous voyez, alors que du coup c'est pas des bugs dans la matrice, c'est que de toute façon ce système il porte en lui-même le fonctionnement contradictoire de créer des crises et que du coup ces crises de surproduction, de sous-production vont créer du gaspillage bien sûr. Là pour les écolos qui nous écoutent, évidemment vous voyez bien un énième point dans lequel le capitalisme est tout à fait incompatible avec la crise majeure écologique que l'on vit parce que du coup ça implique que quand on surproduit, on jette. Vous voyez, on va produire des pailles en plastique, on produit, et puis un jour il y a une législation qui dit stop, on arrête les pailles en plastique parce que ça pollue, c'est abominable. Bon, très bien, alors on jette tous les stocks de pailles en plastique qu'on a, et puis on se met à produire des pailles en bambou dans tous les sens. Puis il y aura une législation pour dire non, stop, on arrête les pailles en bambou parce qu'en fait ça déforeste, et donc on va jeter toutes les pailles en bambou qu'on aura produites pour se mettre à produire des pailles en inox. Vous voyez. Donc évidemment, il y aura ces questions de gaspillage, les questions d'exploitation des ressources, bien entendu, ressources humaines, comme ils disent, et ressources matérielles, ressources planétaires, dans tous les sens. Et donc du coup, la planification répond à cette question d'anarchie de la production. Pas que vous puissiez échapper à la décadence générale à laquelle ces gens vous condamnent par leur rapacité, leur parasitisme, leur incapacité à penser le futur et à s'inscrire dans les tendances de la nécessité des besoins qui sont présentés par l'humanité. Alors, je vais donner raison au patron de U2P. Je ne le connais pas. Peut-être qu'il va être très meurtri que je lui donne raison. Je veux bien le désapprouver à la fin pour qu'il puisse s'en sortir avec les honneurs. Mais je ne suis pas loin de penser comme lui. Il dit, ça fait des années que les petites entreprises souffrent. Est-ce qu'il y a eu une mobilisation du MEDEF envers les entreprises que parfois de grands groupes ont asphyxiées? Et il leur dit, ayez un peu de décence au patron du MEDEF. Ah, vous voyez, c'est possible. Et voici ce qu'il leur dit, la phrase finale. Et là, personne ne l'a payé pour dire ça, Et pourtant, elle est bien. Ça dit, c'est quoi le message des patrons, dit M. Michel Picon. C'est quoi le message des patrons? Dire, touche pas à mon or, sinon je m'en vais. Voilà ce que dit un patron clairvoyant. Il est clairvoyant. Mieux vaut pour vous, vous alliez avec les insoumis,
que de pactiser avec les lèche-bottes du grand patronat. Parce que c'est ce qu'est en train de faire le grand patronat. Après avoir ruiné l'industrie, c'est la démocratie qu'il est en train de ruiner. Parce qu'il s'entend dans les déjeuners en ville, entre deux réunions des uns avec les autres, pour fixer les éditoriaux des journaux. Ils se retrouvent entre eux pour dire « Ah, finalement, je préfère Le Pen à Mélenchon. D'abord, Mélenchon, il t'a rien demandé, et surtout pas que tu le préfères. Moi, j'ai rien à faire de leur affection. Je ne m'intéresse avec mes camarades qu'à une chose. Comment on produit? Comment on va le faire pour le siècle qui vient? Comment nos jeunes gens vont retrouver assez de goût à la vie pour qu'ils s'impliquent dans ce que nous allons faire? Pour qu'on arrête de penser que produire est un crime, parce que souvent c'est un crime contre la nature et contre l'être humain qui manie la production elle-même. Voilà notre ambition. Alors on a des choses à leur dire et à leur proposer. C'est nous, les insoumis, qui avons déjà dit que nous empêcherions le travail détaché. Le travail détaché, c'est ce qui ruine la toute petite entreprise quand on peut faire venir en loose day un maçon. Et c'est celui à qui on a fait les conditions les plus défavorables et qui, du coup, doit produire. Bon, je vous l'avance un petit peu. Enfin, peut-être pas trop, parce qu'après, il doit changer de sujet. Mais... Vous savez combien il y a de monde qui bosse dans ce pays là-dedans? 120 000 personnes suspendues à un fil de 2 ou 3 malades qui décident pour se faire plaisir les uns aux autres, comme ils en ont ras-le-bol de l'écologie, qu'ils suppriment la rénovation thermique. D'ailleurs, ils ne doivent pas savoir ce que ça veut dire, mais ils suppriment parce que c'est écolo, ça coûte des sous, et l'écologie est toujours punitive, c'est bien connu. Imaginez-vous, si vous êtes le petit patron ou la petite patronne qui a acheté du matériel, embauché des gens en disant il y a un contrat d'État, tout dépend de ce qu'on est capable de faire dans le coin pour convaincre les gens de faire de l'isolation. Puis ils ne vont pas avec le dos de la cuillère. Hein. Moi j'ai vu isoler, c'est l'État qui paye. Bon. Enfin bref, ils font comme ils veulent, hein, et ça marche normalement. Imaginez-vous les gens qui à partir de là savent qu'ils sont ruinés. Nous les ferons sortir de la dépendance numérique. Vous n'en parlez jamais. Pourquoi? Tous les programmes numériques par lesquels vous passez, vous échangez, et que les gringos possèdent, vous leur payez une taxe dessus, comme tous ceux qui utilisent une carte. Hein? Ça, c'est pour vous, ça. Oui. Bancaire, eh bien, paye une taxe à la banque, qui, elle, n'a pas mis un seul bout de beurre, ni porté un plat jusqu'à la table, quand vous allez au restaurant et que vous payez avec votre carte. Et certaines cartes, c'est du 4%, d'autres, c'est du 2%. Tous ces parasites qui viennent sur la production et qui sont les caractéristiques du capitalisme de notre époque. C'est ce capitalisme de la rente, le capitalisme du tribut. Vous voulez accéder à tel truc, alors vous payez. Ça ne produit rien, ça permet l'échange. Alors j'ai dit, ça c'est conséquence, mais puisque vous pleurez sur les impôts, eh bien on va vous dire au moins sur un point on est d'accord. Nous proposons de modifier l'impôt sur le revenu. Ça vous concerne, non? Bon, là, il va arriver sur l'explication de ce que propose la FI sur l'impôt sur le revenu. On va peut-être se l'épargner, parce que je vois que le temps passe. De toute façon, vous avez un simulateur sur leur site. Ça doit être sur le site de l'Avenir en commun, probablement. Le simulateur d'impôt. Hein, oui, sûrement, ouais. Est-ce que tu voulais qu'on voit autre chose? Tu voulais parler de jugement de fait, jugement de valeur, tu m'avais dit. Ah oui, ben, moi, je sais pas si c'est tout à fait dans la... Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a du temps ou... Qu'est-ce que tu... Oui, bah t'as 10-15 minutes si tu veux expliquer quelque chose, mais on peut aussi rendre le stream... Allez, je vais tenter ce que j'avais en tête. Donc, la vidéo, c'était... Ah, vas-y, tu m'envoies une vidéo. Alors... C'est patron favorable à la taxe Zuckman sur BFM Business. Patron. Oh là là, mais j'ai écrit n'importe quoi. À la taxe Zuckman. Hop. Alors. Lequel est-ce? C'est le premier. Le premier. Donc, mais c'est pas le mec du BHV, qu'est-ce que tu me racontes? Je t'ai jamais dit qui c'est. Bah si, je t'ai dit c'est le mec du BHV. Notre invité ce matin, c'est Jean-Baptiste Rudel. On s'en fout. Hop. Et en fait, je voulais, vu qu'on était dans la taxe Zuckman, on avait regardé pas mal de trucs autour de... La semaine dernière, taxe Zuckman, on vous le met dans la description. Et du coup, je suis tombé sur cette vidéo d'un patron
pour la taxe Zuckman. Et là, on ne comprend plus comment est-ce possible. Pourtant, tout le monde nous avait dit, tous les journalistes, tous les membres du gouvernement, tout le BNF nous avait dit que c'était horrible. Même Bernard Arnault nous avait dit qu'on allait la mettre là. L'économie française à genoux, à terre, s'en débarrasser complètement, quoi. C'était terrible. Et du coup, quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord finalement? Parce qu'il est fou? Est-ce qu'il est bête? Est-ce que... Et en fait, je voulais du coup, ça blague à part, moi je voulais du coup vous parler d'un concept plus ou moins marxiste du... Il faut que je lui donne un truc pour qu'il puisse avoir quelque chose dans les mains. qui explique pourquoi, en fait, pourquoi être zététicien ne suffit pas à convaincre nos amis, notre famille, d'un sujet qui vous semble pourtant évident. Zététicien au sens faire de l'esprit critique, d'accord? Donc pourquoi vous n'arrivez pas à convaincre vos amis, votre famille, le tonton du bout de la table, alors que pourtant vous avez des faits, des chiffres, du réel implacable, enfin qui vous paraît en tout cas implacable. Tout est vrai, tout est chiffré, donc on ne peut arriver qu'à la même conclusion que moi. Il faut que je lance la vidéo? Je finis l'introduction, et donc du coup ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, les faits ne sont jugés qu'en fonction de nos valeurs. Donc en fait, sur un fait, on a toujours un jugement de valeur, au-delà de la véracité de ce fait. Si le fait est faux, c'est une chose, mais en fait, le fait qu'on a un fait, on va avoir un jugement dessus qui est un jugement de valeur, et notre valeur, elle vient de notre situation personnelle, dans le sens situation sociale. Nos individus du collectif, est-ce qu'on est salarié? Est-ce qu'on est patron? Est-ce qu'on est patron du 440? Est-ce qu'on est patron agriculteur en pleine faillite? Est-ce qu'on est un homme? Est-ce qu'on est une femme? Est-ce qu'on est un enfant? Une vieille personne? Voilà. Les individus du collectif, c'est un homme, une femme. Personne n'est cet individu-là, mais on se rassemble tous parce qu'on nous reconnaît en tant qu'homme et on se reconnaît soi-même en tant qu'homme et inversement. Voilà. Donc là, on lance la vidéo. Pour l'introduction. Et du coup, avec ça, on va se poser la question en fait, avec cet aspect jugement de fait, jugement de valeur, on va essayer de comprendre pourquoi ce patron, il n'est pas du tout d'accord avec Bernard Arnault et tous les journalistes. Moi, je profite de votre jugement de fait et de votre jugement de valeur pour vous demander de lâcher un pouce bleu sous la vidéo sur YouTube et on s'abonne à la chaîne, s'il vous plaît, parce que ça nous aide à faire connaître Liliacte. Ah, j'ai fait une connerie. Ça commence. Ça y est. Sabotage. Ça y est. Bonjour, vous êtes le cofondateur et l'ancien président de Criteo. Vous êtes aujourd'hui président de Blue. C'est un fonds d'aide au soutien des projets de conservation marine. Vous êtes aussi propriétaire d'un lieu de... Ah oui, l'économie sociale et solidaire, hein, c'est ça? Et voilà, on a la première chose. C'est qu'en fait, lui, il n'est pas dans la production de lourd métal et au plus il en fait, au plus il gagne. Au plus il exploite la terre et au plus il exploite ses salariés, au plus il gagne. Non, là, lui, il dépend du fait que à l'échelle de la société, on décrète que certaines choses doivent être conservées, et donc on dépense de l'argent pour le conserver. Et donc forcément, il n'est pas du tout dans le même rapport social. Lui, il n'a pas besoin qu'on lui laisse les mains libres et qu'il fasse tout ce qu'il fait le plus possible pour exploiter un maximum et pour gagner le plus d'argent. Lui, ce dont il dépend, c'est de fonds socialisés. Et en général, c'est l'État qui fait ça. Avec les impôts. Dans le Var, vous êtes le président exécutif de The Galleon Project, un collectif qui fédère 1000 entrepreneurs dans la tech. Je vous ai convoqué, invité ce matin et cette invitation vous a surpris parce que vous faites partie des entrepreneurs qui veulent payer plus d'impôts. Vous avez rédigé une tribune la semaine dernière dans la tribune dimanche où vous dites nous, entrepreneurs concernés par la taxe Zuckman, nous voulons contribuer. Vous avez écrit ça avec Armand Thiberge de Brévaux et Marc Batti de Date. C'est étonnant ces lunettes un peu, non? C'est des lunettes de vélo ou de voile. C'est un truc un peu sport.
Taïkou. Ah ouais. C'est Vincent- aérodynamique. Vincent Tibert, j'avais parlé de Tibéri, qui a écrit sur l'extrême droitisation là. Pourquoi vous voulez payer plus d'impôts? Enfin. Alors, exprimer comme ça, c'est un peu... Elle a des angoisses, là. je dirais, réducteur. Je pense que vous n'avez pas échappé qu'on est dans une situation budgétaire qui va être compliquée, qui est un budget qui va Non, ces lunettes, j'y arrive pas. Ça me déconcentre. être compliqué à faire passer, qu'il y aura des mesures qui vont être difficiles pour les Français. Je pense que c'est Je vais vous le mettre en 1,25 parce que sinon on va finir à 15h30. Hop. important que symboliquement les plus privilégiés montrent un signal que ils sont prêts à contribuer et que en gros tout le monde fait des efforts. Et en fait, ce qui rend fou les gens ou énervés. Et là, on voit que déjà le fait, c'est le même pour tout le monde. Il y a de la dette et les gens ils tirent un peu la langue. Et le jugement de valeur, il n'a rien à voir avec ce qu'on a entendu jusqu'à présent. C'est en fait, il faut bien que tout le monde mette un peu du sien, tu vois, genre ils tirent la langue, alors nous on va un peu tirer la langue, ça paraît logique, et surtout c'est la suite qui est intéressante. C'est quand ils ont l'impression que certains font des efforts et pas d'autres. Et donc c'est vraiment l'effet signal. C'est évidemment pas cette taxe qui va résoudre les problèmes de déficit de la France, hein, ça restera tout petit par rapport à l'immensité du problème, mais il y a un effet symbolique. Mais voilà pourquoi je me suis positionné là-dessus. Mais vous ne dites pas, comme une partie de la French Tech ou une partie des patrons qu'on a reçus ces 15 derniers jours, c'est nocif à la création de valeur, ça va abîmer l'innovation, voire ça va faire fuir certaines boîtes à l'étranger. Ça, c'est des déclarations qu'on entend depuis 20 ans. Enfin, je connais bien le refrain. Hein. Et j'ai même écrit un livre là-dessus qui s'appelle « On m'avait dit que c'était impossible ». Moi, j'ai passé 10 ans en Californie où on est plus taxé qu'en France. La tranche marginale. Ça alors, je croyais qu'il y avait personne qui était plus taxé que la France. C'est marrant ça, ouais. Consigny nous a expliqué Et ça puis pendant surtout, 3 quarts d'heure. Là. Les exemples, tu vois, tout de suite, les exemples qui sortent, les faits qu'on propose pour étayer notre point de vue, ils changent systématiquement, mais en fonction de notre jugement de valeur, notre vision du monde. Le revenu est supérieur Ça en n'empêche France. pas la création de valeur. Il y a une transparence complète sur les holdings personnels. Et oui, vous savez bien que la Californie, c'est l'épicentre de l'entrepreneuriat. Donc, il n'y a pas de lien direct entre la volonté d'entreprendre et le niveau des tracasseries fiscales ou administratives. Quoi. Ça, c'est l'argument à Zuckman. Hein. On l'a react la semaine dernière, donc on vous le met dans la description. Mais ce que disait Zuckman de... Moi, j'ai enseigné... Où est-ce qu'il a enseigné, lui? À Berkeley, je crois. Bref. Ouais. Pendant, je sais plus, 10 ans, je crois qu'il a dit. Et en 10 ans, je n'ai jamais entendu des étudiants me dire j'ai une super idée, j'ai plein d'envie, j'ai plein d'énergie, j'ai grave envie d'entreprendre, mais je ne vais pas le faire, je vais me retenir parce que je ne veux pas payer d'impôts. Donc ça ne tient pas en compte. Pour vous, l'argument d'illiquidité ne tient pas non plus. C'est-à-dire que le fait que les dirigeants ne pourraient pas payer ne tient pas. Alors ça, c'est un cas très particulier, parce que pour l'immense majorité des gens qui sont assujettis à ces taxes, ils ont une partie de leur patrimoine qui est liquide. Hein. Quand vous avez plus de 100 millions d'euros, en général, vous avez une partie de votre patrimoine liquide. Là, on parle surtout de la French Tech. Il y a un cas très particulier qui sont les gens qui ont tout leur patrimoine de manière liquide. Je connais bien ce cas parce que j'en ai fait partie, hein. Donc je connais très bien le sujet. Et là, il y a des solutions tout à fait pragmatiques qu'on peut mettre en place, comme un paiement en action qui se fait... Bon, là, pareil, vous regarderez le replay entier sur la taxe Zuckman, on en a parlé la dernière fois. C'est que là, le truc qui ressort tout le temps, c'est d'aller nous chercher le cas limite, qui est le cas de Mistral, et d'autres entreprises, notamment de la tech, en tout cas les entreprises de la tech, elles sont bien représentées dans ce genre de trucs, qui n'ont pas de liquidité, et donc du coup, comment est-ce qu'ils pourraient terriblement s'acquitter de la taxe Zuckman, mais on a déjà répondu à tout ça. En plus, en conservant les droits de vote, donc il n'y a pas de changement dans la gouvernance, avec la possibilité ensuite de pouvoir les racheter au moment où on a des liquidités, donc avec toute la souplesse nécessaire. Donc on peut absolument adapter le dispositif au très rare cas, et entre nous on parle de... Réponse purement technique, pour le moins une quinzaine de personnes en France. Mais forcer Arthur Mensch, parce que c'est le cas le plus emblématique, à vendre à l'État des actions de sa boîte, donc gérées par la BPI, vous qui avez créé Criteo, ça vous va complètement. Vraiment, elle n'y arrive pas, quoi. C'est que lui, il donne des faits tout à fait logiques. En plus, il a la force d'être un patron et donc on peut pas lui dire vous n'y comprenez rien. T'es pas concerné. Il est concerné. Il propose des solutions tout à fait simples. Que, en plus, qui était même, je trouvais plus convaincante que la manière dont l'avait formulé Zuckman. En tout cas, quand il est dans un point de vue d'accompagnement, quoi. Mais voilà. Par contre, on peut lui mettre tous les faits sur la table, ça ne correspond pas à son jugement initial, ça ne correspond pas à sa vision du monde. Et
on doit tous payer notre impôt, hein, donc d'une manière ou d'une autre. Et je trouve que c'est une bonne disposition de pouvoir, c'est une flexibilité, de pouvoir de dire, moi je le paye en actions liquides, qui aujourd'hui ont la valeur qu'elles ont, mais au moment où ce sera liquide, c'est à ce moment-là qu'on refera le calcul, et que peut-être que si Mistral vaut à ce moment-là beaucoup moins d'argent, en fait, l'impôt il va disparaître. Et sinon, il sera très content s'il gagne des milliards de payer un peu son impôt, quoi. C'est la règle du jeu, on paye son impôt. Et je trouve que de pouvoir le payer en action, qu'on a un organisme remarquable, ça s'appelle la BPI, qui est capable de gérer ça très facilement, qui gère déjà des centaines de participations de manière remarquable. Hein. Ils font un super boulot. C'est son rôle. Enfin, ça peut être son rôle dans ce cas-là. C'est déjà son rôle aujourd'hui. La BPI est actionnaire de plein de startups, quoi. Sur la question de l'exil fiscal, là aussi, vous dites qu'il n'y a pas de risque que les gens s'en aillent. Encore une fois, déjà vous avez l'exit tax aujourd'hui qui fait que c'est quand même... Est-ce que tu peux avancer un petit peu? Ouais, j'allais dire, j'avance un peu parce que là on va se refrapper le... De toute façon, un grand patrimoine, ça changera de portée, mais à la limite c'est même pas le sujet. C'est le sujet symbolique de dire, tout le monde prend sa part. Et si on veut demander à tous les Français de faire des efforts, et il va falloir qu'on en fasse, il faut que les privilégiés participent de manière symboliquement et de manière visible. Mais quand vous dites combien ça va rapporter, c'est même pas le sujet. C'est-à-dire que effectivement, vous qui avez monté une boîte, vous étiez dans l'efficacité économique. Là, c'est pas le sujet, et vous dites c'est pas grave, c'est suffisamment important pour l'équilibre sociétal. Il y a un danger de basculement qui vous fait peur je sais pas. Non, mais c'est un sujet politique, c'est que vous avez des mesures. D'accord, je n'ai rien compris à sa question. L'équilibre sociétal, il y a un basculement, je ne comprends pas. Il va y arriver parce qu'en fait, au fond, c'est ça j'attends le fait qu'on arrive à le fond de la raison pour laquelle, en tant que patron, il est prêt à payer de l'impôt. Qui sont très difficiles à faire passer, il y a les gouvernements qui tombent, tout le monde est clivé et personne ne veut faire des compromis. Il y a un moment, il faut faire un premier pas et la stabilité, tout ça. Ouais. Oui, ok, on est prêt à faire un pas en avant pour créer plus une culture de compromis en France et pas une culture juste clivage où on se dit non, je compte sur mes positions et je fais un non de principe. Et moi, je trouve ce qui est intéressant sur cette taxe. Là, on a vraiment le discours libéral. Il faut du compromis. En fait, c'est que du coup, il y a deux pôles et on se retrouve au milieu et c'est formidable et on peut continuer en bonne intelligence. C'est d'en discuter les aspects techniques. Que faire que techniquement, effectivement, tout le monde puisse la payer d'une bonne façon et que personne ne soit dans une situation absurde où il ne puisse pas la payer. Donc ça, c'est important. Mais en faire une question de principe, là, on est dans la posture. Et c'est ça qu'on a envie de sortir. Les Français en ont marre de ce truc où chacun est dans la posture et on est bloqué et personne n'a envie de faire un premier pas, quoi. Discours d'extrême centriste quand même. Hein. Oui, mais il y a quand même les trucs de l'extrême centre, on a déjà parlé de l'extrême centre, hein, le pragmatisme, la technique, tout ça. Hein. Mais du coup, ça, pour moi, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, il y a cette partie-là, c'est la post-rationalisation. C'est qu'en fait, on a une vision du monde qui implique qu'on ait des jugements a priori sur les choses. Et comme on voit, en fait, ils auront une vision un peu différente l'un et l'autre. Et elle est hors d'elle de le voir avoir cette position. Et par contre, on va voir à un moment donné, à force de lui donner de le contredire, de lui mettre la contradiction, il va finir par décaler de cette post-rationalisation de oui, il faut du compromis parce que c'est bien, c'est important. Il va nous dire pourquoi en fait il a besoin de compromis et pourquoi il en veut. Alors, vous parlez de posture. Le MEDEF a fait un kit de mobilisation et prévoit un grand raout. Ils ont fait un kit de mobilisation. Il y a quoi dedans? Pour faire le kit de mobilisation, pour répondre aux propositions du Parti Socialiste, il y aura un grand raout qui s'est prévu le 13 octobre prochain. Alors, j'imagine que vous n'allez pas y aller à ce grand raout du MEDEF. Mais qu'est-ce que vous pensez du positionnement qui est un petit peu plus offensif ces derniers temps? Moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait un débat. Le mérite de tout ça, c'est mettre un débat sur la table. Et je pense que, voilà, vu la dynamique, il va se passer quelque chose. Et ce que j'espère, c'est qu'à la fin, on va arriver à un compromis intelligent et que des gens font des propositions. C'est normal que tout le monde ne soit pas d'accord. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à en faire un débat aussi peu émotionnel que possible et sortir des effets de posture. Et plutôt de dire, de manière intelligente, si on veut que tout le monde contribue de manière proportionnelle. Bon, blablabla, il nous répète son truc, hein. À ses moyens, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ça vous a étonné qu'on vous invite sur BFM Business ce matin parce que vous considérez qu'on donne plus la parole à ceux qui sont contre la taxe Zuckman, mais ils ne sont pas nombreux à vouloir s'exprimer en disant je suis d'accord. Pourquoi? Écoutez, j'ai été très agréablement surpris que BFM Business me reçoit, alors que peut-être que vous avez un tropisme plutôt d'être contre cette taxe, hein, parce que pour la petite histoire, donc on a publié cette tribune dans la tribune du dimanche. Oui. Elle a été censurée sur l'édition papier, on n'a pu la publier que sur la partie en ligne. Vous vous rendez compte que, j'ai pas l'impression d'émettre quelque chose de très révolutionnaire, et pourtant, il y a des gens qui veulent pas
Moi, ça me fait rire parce qu'ils se retrouvent embarqués de notre côté. Tu vois, c'est que là, ils disent un truc qui est quand même somme toute pas non plus. Enfin, ça va, c'est pas Che Guevara le type, quoi, vous voyez. Et du coup, là, ils se retrouvent embarqués dans le fait qu'ils vont se faire traiter de militants d'extrême gauche avec Zuckman, là, qui est loin de l'extrême gauche, hein, très clairement. Hein. Il y a des médias qui Alors, je sais que c'est une question de censure, on fait des choix éditoriaux aussi. Oui, ça arrive tous les jours. Voilà, mais en tout cas, bravo pour BFM Business de nous avoir. Mais vous pensez qu'on ne veut pas entendre les patrons pro-Tax Zuckman, qu'on préfère ne pas les entendre? Je veux dire qu'aujourd'hui, je constate qu'il y a un débat qui est très émotionnel et très clivant, et que il y a des points de vue qui sont pas forcément faciles à exprimer, quoi. Dans les mesures, donc la taxe Zuckman, par exemple, toucher au pacte du trade, moi j'entends beaucoup, pas la French Tech, mais les patrons de TI dire c'est nécessaire pour la transmission d'entreprise. Là aussi, on dit qu'il faut faire un effort. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution? Alors, si on ouvre le couvercle de toutes les mesures fiscales, il y a beaucoup de choses, hein. On pourrait en passer une heure en discuter, quoi. Mais globalement, je pense qu'il y a matière à faire des mesures où il y a un sentiment, où on réduit sentiment d'iniquité, où certains ont l'air d'échapper. Et forcément, quand vous avez un très gros patrimoine, c'est très facile de minimiser vos revenus. Hein. Et il y a plein de méthodes différentes. La France, c'est un gruyère fiscal, hein, avec des niches partout, et on dit toujours avec un chien dans chaque niche. L'optimisation fiscale est facile en France. Et oui, mais vous prenez un truc aussi simple que la... Vraiment, ça la contrarie. Hein. L'assurance vie, hein, qui est quand même produit que les Français ont tout le monde. Maintenant que vous laissez votre argent dans l'assurance vie, il n'est pas taxé. C'est quand même dingue, c'est super, quoi. Donc on nous parle toujours de la France de l'enfer fiscal, mais en fait, il y a énormément de dispositifs, je dirais, pour adoucir, échapper en grande partie à l'impôt. Et vous faites le choix de ne pas les utiliser? Moi, je suis comme tout le monde, je constate le système comme il est, et je constate qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une colère grandissante dans la population, qui ont l'impression que le système fiscal actuel est trop favorable aux gens qui ont les moyens de pouvoir jouer avec, même s'ils jouent avec en toute légalité. Hein. Et donc, il faut une mesure symbolique forte pour, encore une fois, le vrai débat aujourd'hui, c'est qu'on va avoir des mesures qui vont être difficiles à prendre pour le budget, et il faut créer un minimum de consensus social au sein de la population pour que, entre guillemets, ça finisse pas dans la violence, hein, parce que si vous... Ah ouais, putain, il a vraiment dit dans les littéralement 10 dernières secondes, quoi. Bon, on le laisse finir sa phrase, hein, puisqu'il reste 6 secondes. Si jamais vous donnez raison aux gens, il y a un moment, ils descendent dans la rue, ils deviennent violents, et ça, il faut vraiment qu'on évite ça, quoi. Merci. Il a gardé ça pour les 20 dernières secondes, hein. Ok. Bon, alors du coup, tu nous expliques? Et ben du coup, c'est que c'était pour exprimer un peu ce rapport jugement fait et jugement de valeur. On a des faits, il y a des inégalités, il y a des gens qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, il y a des gens qui sont des milliardaires, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent. Il y a un mode de production spécifique qui implique qu'il y a la possibilité d'avoir de la propriété lucrative et qui est protégée par toute la justice et toutes les lois. Donc tout ça, ce sont des faits. Par contre, suivant notre position dans cette société, notre vécu va impliquer qu'il y a certaines choses, on va avoir plus de mal, on va les subir, on va avoir du mal à les accepter, ou on va en bénéficier et on va les trouver normales, on va les naturaliser, on va même dire que c'est nos qualités personnelles qui ont permis ça. Et donc du coup, on a beaucoup vu, en tout cas moi, j'ai beaucoup vu dans cette histoire par rapport à la taxe Zuckman, on avait vraiment le clivage gauche-droite, les profs universitaires fainéants et les fous furieux insoumis qui veulent absolument taxer les patrons parce qu'ils n'aiment pas la réussite et le travail. Et de l'autre côté, Bernard Arnault, Consigny, qui nous disent mais en même temps c'est normal, il faut que pour que les gens y travaillent, il faut faut pas qu'on les taxe, faut pas qu'on leur extorque leur argent. Et donc là on voit, voilà, c'est les deux choses. Là tout rentre dans les petites boîtes qui vont bien. Et là, on voit bien qu'avec ce monsieur, en fait, à des moments, il passe de l'un à l'autre, et la différence qui est fondamentale, disons que... Et là, du coup, lui, il sort du schéma. Et en fait, c'est pour dire que toutes ces discussions qu'on a vues, on a vu avec Bompard ou quoi, c'est que c'est souvent de la post-rationalisation de nos avis politiques. Nos avis politiques, ils viennent
de notre situation. En fait, on sait consciemment ou inconsciemment qu'on a un intérêt à telle ou telle politique. C'est le cas pour les électeurs du Front National qui savent qu'ils ont un intérêt à ce qu'on fasse une différence entre les prolétaires racisés et les prolétaires blancs, parce que du coup, eux, ils vont être moins touchés. Le grand patronat sait très bien que la moindre des impôts va baisser leur pouvoir et leur taux de profit. Et la différence entre toutes ces personnes, c'est leur position sociale, c'est leur position par rapport au mode de production. Et là, ce monsieur, c'est parce qu'il dépend de l'État qu'il est prêt à payer des impôts. Les patrons qui se sont de l'industrie ou comme LVH, qui sont même supranationales, ils peuvent se débarrasser ils ont un intérêt, souvent conscient à ce stade-là de l'économie, de se débarrasser de l'État. Enfin, de se débarrasser de l'État en tant que supérieur à eux. Parce que en France, on est dans une situation où quand tu es dirigeant d'une multinationale, l'État sert à renflouer tes caisses. Et uniquement. C'est la TVA qui va payer tout ça. Enfin, voilà, c'était un moyen qui m'avait semblé assez intéressant de parler de cette question-là, de jugement de fait, jugement de valeur, et de ne pas se focaliser sur ce qui est dit, parce que c'est souvent de la post-rationalisation, on a déjà cet avis et ensuite on essaye de le justifier, là où en réalité, il y a une raison beaucoup plus, souvent moins avouable, et là c'était ce que je voulais dire avec ce monsieur. Il avait l'air formidablement de gauche, et pour la justice fiscale. Non, lui, il est pour les impôts parce qu'il a besoin de l'État pour faire tourner ses boîtes et qu'il a besoin de stabilité pour pouvoir continuer à faire travailler tout le monde. Parce que si les gens ils arrêtent, ils font la grève, si les gens ils font des manifestations, ils font voler des trucs, ben c'est mauvais pour le business. Et donc la raison pour laquelle le patron de gauche, il a une partie de gauche, bah, c'est parce qu'il sait que c'est aussi son intérêt d'avoir un État solide, une production planifiée et une société pacifique. Eh ben, peut-être qu'on reparlera de ça. On s'était dit que peut-être j'ai sorti un papier sur l'ITTI, sur le site de l'Institut des Travailleuses et Travailleurs Indépendants.fr, si vous voulez aller voir. Enfin, en plus, c'est itti-institut.fr. Bref, un papier sur travailleuses indépendantes, travailleuses exploitées, donc où je parle de la question de l'exploitation des travailleuses indépendantes, des travailleurs et travailleuses indépendantes de manière générale, et puis après on arrive sur la spécificité des femmes et aussi la question du travail ménager. Bref, Alexis n'a toujours pas lu cet article, donc peut-être qu'il le découvrira dans un react en direct avec vous, et de fait, je pense que ça donnera l'occasion de reparler jugement de fait, jugement de valeur, là pour le coup sur la question féministe, parce qu'évidemment ça ne s'applique pas du tout qu'aux questions économiques. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on conclue ? C'est toujours aussi cool de faire ce petit exercice, j'aime bien. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui... Bonne idée de react à tes articles. Oui. Bah parce que mes articles sont super. Bah oui. Donc forcément... De toute manière, tu les fais pas payer, on n'a pas besoin de les craquer. Oui. Bref. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont regardés en replay. Petit pouce bleu sur YouTube, mettez des commentaires, on s'abonne à la chaîne YouTube, blablabla, tout ça, les algorithmes, machin, vous connaissez. Nous sommes nous aussi exploités par le capitalisme, n'est-ce pas, hein. Donc il faut s'en sortir de cette affaire. Et puis, voilà. À très bientôt. Ciao, ciao.